Alors, est-ce que vous êtes encore là? J'espère que vous êtes encore là. Donc, après Ibrahim Larson, après Marem Diakate, Patrick Nyonse pour ce sommet, et pour la suite et la fin de ce jour-là, le premier de l'année, je vais inviter un confrère, Jonas Moulela, confrère gabonais, qui va nous raconter son parcours. Alors, lui aussi, c'est une personne inspirante parce qu'il aborde des sujets difficiles. Peut-être même dangereux pour sa vie. En tout cas, il va vous raconter son parcours. Lui aussi, il est très suivi sur les réseaux sociaux. Et je vais donc accueillir Jonas Moulela. Alors, je vous demanderai de partager ce live, s'il vous plaît. Je ne suis pas habitué à dire ces choses-là, mais bon, j'ai promis que cette année, enfin, je me suis promis, et c'est mon challenge, c'est vraiment d'être plus présente sur les réseaux sociaux, parce que je reçois beaucoup d'invités sur la place de Paris, hein, sur Vox Africa, Écho de Paris, donc tu peux me regarder à la télévision, Vox Africa, du lundi au vendredi à 18h30. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, c'est pas évident. Donc, comme je veux ne rien rater de toutes les personnes inspirantes, tous les événements importants qui peuvent vous permettre d'avancer, donc j'ai décidé de vous proposer le journal de génie tous les samedis à partir de 17h. Voilà, donc je vais faire entrer mon invité, Jonas Moulela. Jonas, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir. Merci pour ta patience. Je t'en prie. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Je sais que tu as sûrement suivi un peu tout ce qui s'est dit depuis le départ, à commencer par Ibrahim Larson, donc, et puis les derniers invités. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu as un commentaire, peut-être, à nous partager? Non, vous dites que le courage, Ibrahim, parce que souvent se mettre un peu opinion, c'est pas souvent possible, surtout que c'est une qui choisit l'opinion familiale. Ibrahim, c'est qui est le plus contraire. Parce que, quand on dit qu'il va être le père, il aurait trouvé raison, il n'y a pas de violence sans genre familial. Donc, il serait intéressant qu'il fasse avec son papa pour qu'il puisse aller dans le bon, en ce qui concerne les instituteurs, c'est bien le cadre africain pour j'ai l'impression qu'il y a des coupures. Est-ce que tu pourrais peut-être te rapprocher de moi, enfin, qu'on soit au même niveau, qu'on puisse bien... Bon, je ne sais pas si ça passe bien là, ça va? Là, c'est un peu mieux, beaucoup mieux. Voilà. Alors... D'accord, on va essayer de rapprocher.
Donc, je disais en ce qui concerne Ibrahim, j'ai suivi avec attention ton intervention, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'il puisse fumer au calme de la paix avec son père, parce que le père incarne la divinité pour la mère. Il n'y a pas de raison à se mettre avec ses parents, parce qu'il n'y a pas de bonheur sans joie familiale, et quoi qu'il fasse, il aura toujours besoin d'eux pour que le chemin de sa vie ne soit pas excès de difficultés. Alors, tu es d'accord avec moi que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Je pense que les dissensions dans une société commencent d'abord au sein de la famille. Donc, là, vraiment, avec toi, on va parler de ton histoire personnelle, mais aussi de ce que tu as envie de dire. Donc, tu es journaliste depuis très longtemps. Et depuis quelques années, tu as dû quitter le Gabon pour la France et tu es en exil. Tu as sûrement rencontré beaucoup de difficultés et très régulièrement, tu partages sur tes plateformes justement ton point de vue. En tout cas, tu partages des sujets politiques très sensibles. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu ne te sens pas en danger? Parce que c'est très compliqué. Est-ce que tu n'as pas peur justement de subir des représailles? Je sais que tu as sûrement subi, mais est-ce que tu n'as pas peur justement? Et pourquoi tu t'engages dans cette voie plutôt que de mener ta vie tranquille en France? Bon, c'est vrai que sur cette terre, les lutteurs n'ont leur place que soit en prison ou au cimetière. J'en suis conscient. Lorsque j'ai embrassé cette profession à l'âge de 15 ans, je ne m'étais pas fait d'illusions. Je croire que le chemin serait facile. Je savais pertinemment toutes les difficultés qui m'attendaient. Et je savais aussi qu'à tout moment, je pouvais être envoyé à mort. Bon, j'ai pris le chemin escarpé d'exil. Samedi prochain, ça fera 7 ans. 7 ans Parce déjà. que 7 ans, je suis entré sur le territoire français le 22 janvier 2015. Alors, Stacy Ouané, qui nous regarde, et merci d'être là, Stacy, dit qu'on a du mal à te voir. C'est vrai que moi aussi, j'ai du mal à te voir. Donc, rapproche-toi. Hein. Rapproche-toi. Ils ont du mal à me voir ou ils ont du mal à m'entendre. C'est deux choses différentes. Ils ont du mal à voir ton image. Et c'est vrai que tu as l'impression que tu es loin, en fait. Tu es loin. Donc, rapproche-toi afin que les gens puissent te voir. Voilà. Alors, je n'ai pas pu prendre mon micro sur moi, malheureusement. Alors, on va essayer de changer. Je n'ai pas de technicien à la maison, dans mon bureau. Ah, mais on fait avec. Hein. Moi aussi, je n'ai pas de technicien. Je fais comme je peux. Est-ce que là, ça passe mieux? Là, c'est beaucoup mieux, mais bon, je pense, hein. Stacy va nous dire ce qu'il pense. Attendez, si ça ne passe pas bien, je dois être les écouteurs. Oui, mais les écouteurs peuvent plus. Mais en fait, toi, tu m'entends bien. Moi, je t'entends très bien. Peut-être que les auditeurs ont des soucis. Moi, si je t'entends bien, c'est simplement. Là, maintenant, c'est bien, je t'entends mieux. C'est simplement qu'on ne. Ça passe mieux? Ben oui, tout à fait. On va essayer de voir. OK. Alors on y va. Les deux, du mal à voir et à entendre également. Il y a un écho quand vous parlez. Ça, c'est ce que les gens disent. Il doit sûrement nettoyer sa caméra. Je vois que ce qu'il y a comme. Je n'ai pas une caméra émergente. Je vais essayer de. Le Boudiala dit que c'est mieux. Hein? Alors, bon, je vois que c'est mieux. C'est mieux. Donc, tu disais que samedi prochain, ça va faire 7 ans que tu as décidé d'emprunter le chemin de l'exil. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Pourquoi tu es parti du Gabon? Bon, c'est vrai que déjà, il faut rappeler aux uns aux autres que les Gabonais n'étaient pas des touristes économiques. Hein, et que quand on voyait un Gabonais à l'étranger, c'était soit pour les études, soit pour les vacances.
soit pour du shopping. La France, je la connaissais depuis parce que j'ai été formé ici. Je suis reparti au Gabon. Mon dernier stage remontait à 2011 et j'étais chef du service Faits divers et justice à l'Union, le journal que tu connais très bien pour avoir servi là-bas. Donc, j'étais chef de service Faits divers et justice. C'était un service déjà sensible parce qu'il traitait des sujets ayant trait avec la justice gabonaise. Et du coup, ça m'exposait aussi à des représailles. J'ai eu plusieurs fois des menaces de mort. J'ai reçu plusieurs plaintes qui malheureusement n'ont pas abouti parce que je parlais avec preuve. Et en 2009, lorsque M. Ali Bongo accède aux manettes de l'État, il rachète le journal L'Union. Donc, à partir de 2010, les choses se compliquent un peu parce que, étant à la tête de ces services, pratiquement plus de 60% des articles qu'on publiait, c'était sur les assassinats avec prélèvement d'organes qu'on appelle pompeusement les crimes rituels. Donc, ça c'est compliqué parce que lui, il estimait à son niveau qu'en publiant des informations sur les crimes rituels, que ça rebutait les touristes, ça salissait l'image du Gabon. Et ayant acheté le journal, il avait donc décidé de ne plus parler de ça. Bon, moi, c'est un peu compliqué parce que le journaliste est là pour informer les citoyens de la marche de la société. Et les crimes rituels faisaient partie justement de ces événements que je ne peux pas passer sous silence. Donc, on est resté jusqu'au 3 juin 2013 où on a découvert un sac d'organes humains de 50 kilos au complexe Basile Ondimba. Et j'avais trouvé que c'était trop fort parce qu'il y avait des sexes d'hommes, de femmes. On a constaté ça avec le médecin légiste à l'époque, Madame Liliane Pemba, avec le procureur de la République adjoint Wilfried Adjondo. Et j'avais estimé que particulièrement, en ce qui concernait ces sujets, on ne pouvait pas faire un blackout. Il fallait qu'on en parle. Donc, on en a parlé avec le rédacteur en chef, M. Léonard Brice Mbassoum, que tu connais très bien. J'ai dit que cette fois-ci, j'assumais mes responsabilités en tant que chef du service Faits divers et justice et qu'on devait en parler, puisque les autres journaux en parlaient déjà. Donc, on en a parlé et le président Ali Bongo était à Londres à l'époque et j'ai reçu un coup de fil ce jour-là de Madame Laure Olga Gonjo, qui était, je crois, directeur de cabinet, c'est pas, en tout cas, l'occupant un poste à la présidence de la République à l'époque, et disait que le président voulait me voir à Londres par rapport à cet article. Et je lui avais répondu à Mme Gonjo que les problèmes du Gabon ne se réglaient pas à Londres et que je ne pouvais pas partir. Bon, M. Ali Bongo, étant devenu le propriétaire du journal, n'a pas accepté cette réponse. Quand il est rentré, il m'a convoqué et il m'a sommé de ne plus jamais parler de crimes rituels et il m'a sommé de ne plus faire référence vraiment à tout ce qu'il y avait comme... Il t'a convoqué à la présidence? Non, c'était au domicile chez lui. Il était 21h ce jour-là. J'étais déjà rentré chez moi et le rédacteur en chef m'appelle pour me dire attention, cet article-là ne passera pas. Bon, et puis quelques temps après, c'était le service des collaborateurs d'Ali Bongo qui m'ont dit le président veut te voir, le patron veut te voir, c'est le terme qu'il a utilisé. Et dans les médias, je suis parti. Et après, il m'a sommé de partir à la télévision pour aller démentir l'article qui était passé sur la découverte des sacs d'organes humains là, m'accusant de salir l'image du Gabon. Je lui avais dit, mais monsieur le président, entre moi qui dénonce ces crimes-là et ceux qui tuent, ce sont ceux qui tuent, qui salissent l'image du Gabon. Moi, je ne fais que constater. Je suis un miroir. Je reflète ce qui apparaît devant moi. Il a dit, je ne veux rien entendre. Tu passes à la télévision demain pour dire que tu t'es trompé, que ce sont c'est de la viande d'éléphant, ce n'était pas des organes humains et tout. J'ai dit, ce n'était pas acquis, mais pour lui faire plaisir, il dit, bon, ok, je suis sorti parce qu'il fallait bien que je sorte vivant. On peut bien me faire disparaître, on ne sait jamais. Donc, je suis parti. Et... Tu tremblais quand tu allais le voir? Pardon? Est-ce que tu tremblais quand tu allais le voir? Enfin, non, je ne tremblais pas parce que j'avais l'habitude de le rencontrer. Je le connaissais depuis quand il était ministre de la Défense.
Plusieurs fois, on a eu à se retrouver avec André Mbaobam, qui était notre ami commun. Donc, quand il est devenu président, c'était le même Ali Bongo. Sauf que là, j'ai respecté la fonction. Quand je me retrouvais face aux gens, je l'appelais Monsieur le Président. Mais quand nous étions à deux, c'était tu. On avait l'habitude de se tutoyer. Donc, ce jour-là, quand il m'a parlé, il était avec un aide de camp. Il y avait Maître Park même qui était là ce jour-là. Et du coup, je suis parti en disant, bon, je veux voir. Il m'a dit, c'est un ordre, c'est pas que tu vas voir. Si tu n'es pas content, tu démissionnes. Voilà la dernière phrase qu'il m'a dite. Donc, j'ai démarré ma voiture. Et dans ma voiture, j'avais le disque dur. J'avais mon disque dur, justement. Et je suis passé par le journal, par la rédaction. Voilà. C'était le disque dur. Je suis passé par la rédaction. Et je savais que quelque chose allait se passer. Donc, j'ai téléchargé tout ce que j'avais sur mon ordinateur, tout le travail depuis 15 ans pratiquement que j'avais amassé. Et après, je suis rentré chez moi. À minuit, j'ai annoncé que j'ai démissionné du journal et que je ne pouvais pas passer à la télévision. Il fallait qu'on me montre d'abord la forêt où on a tué l'éléphant pour déposer la chair là où on l'a trouvé et me montrer aussi quel est cet éléphant qui avait des sexes de femmes et d'hommes. C'était trop gros, en tout cas, c'était trop fort le café. Donc, j'ai annoncé ma démission et je me suis retiré dans mon mandi natal pendant 2 semaines. Et quand je suis revenu, j'ai intégré Côte du Nord. On m'a dit que le président a refusé la démission. Et M. Joël Ndembe, le directeur du journal, m'a dit que le président n'acceptait pas. J'ai dit qu'il accepte ou pas, mais je ne peux plus continuer de travailler sous pression. Je m'en vais à Côte du Nord. Alors là, en démissionnant, c'était déjà un arrêt de mort parce que M. Ali Bongo, ce n'est pas quelqu'un qui aime les défis. Vous savez ce qui est arrivé à Bertrand Zibi à Bégué, il n'aime pas les gens qui démissionnent. C'est comme une humiliation. Donc, avec lui encore, il était un peu tolérant parce que quand il était ministre de la Défense, je ne me souviens pas une seule fois où il a porté plainte contre un journaliste. Mais il avait des extrémistes autour de lui, des gens comme Mexa, comme Bessi. Ceux-là ne voulaient pas entendre parler parce que celui qui était derrière l'histoire de crime, justement, à travers Alfred Edmond Zengi Badou. Donc, j'avais les preuves. Ouais. J'avais les preuves et je les avais fournies à Ali Bongo. Je les avais fournies au ministre de la Justice à l'époque, monsieur Séraphin Mundunga. J'avais toutes les preuves de l'implication de l'État et j'ai même fait une édition spéciale à plus tard parce que quand je suis allé à École du Nord, on a lancé après le journal Fait divers que vous avez connu, qui a été le journal le plus vendu sur le marché dans l'histoire des médias au Gabon. Donc, j'avais toutes les preuves. J'ai fait une édition spéciale, l'édition 49. C'était consacré à tous ces phénomènes-là, avec des preuves à l'appui. J'étais, comme tu le sais, j'entrais même dans la prison la nuit. J'avais quand même une bonne surface financière qui me permettait de payer les portes d'accès à l'information. Pour aller à la aller plutôt à la prison centrale, par exemple, de Mouila, où étaient incarcérés les 4 collaborateurs d'Alfred Zengi Madungu. J'ai dû mettre la main à la poche et je suis en train de les interroger. Ils m'ont dit qui les a envoyés, comment ça procédait et tout. Donc, j'avais tous les éléments et j'ai fait le numéro 49 avec Désiré Nam. Et du coup, quand je suis parti, je suis devenu plus dangereux. Parce qu'à l'Union, j'étais encore maîtrisé parce que il fallait peser, sous-peser encore plusieurs fois l'information. Là-bas, nous avons une liberté de ton qui n'obéissait pas à la ligne éditoriale et qui avait tout de suite un lien avec le gouvernement. Donc, nous étions plus libres et donc je suis devenu un homme à battre. Et lorsque nous avons publié donc le numéro 49 du journal Fait divers, j'avais pressenti d'ailleurs que quelque chose allait se passer. 2 jours plus tôt, j'avais réuni les journalistes. Déjà, avant une semaine, j'avais fait un tour du Gabon, le dernier tour du Gabon, pour présenter mon adjoint, à l'époque, Wilfried Yégué, pour le présenter aux commandants de brigade, aux officiers de police judiciaire qui travaillaient avec moi dans le Gabon, parce que j'avais le pressentiment qu'il allait être assassiné. C'était soit l'exil ou la tombe. Donc, le journal est sorti et j'avais dit à Désiré Nam, j'ai dit, je crains d'être assassiné. Mais si je meurs, le seul hommage que vous puissiez me rendre, c'est de continuer de faire sortir ces journaux. Faites tout, battez-vous. Et puis les journalistes qui étaient là, ils m'ont dit, mais pourquoi vous parlez comme ça? Vous voyez le danger partout. J'ai dit, si.
Donc, le journal est sorti. Et le lendemain matin, je suis venu au bureau parce que j'étais toujours le premier arrivé, le dernier à partir. Je suis arrivé à mon bureau. Les deux secrétaires étaient là. Et puis, elles m'ont donné le journal. J'ai fait la vue de presse. J'ai tenu la réunion. À 11h, je suis reparti à mon bureau. J'ai quitté la salle de rédaction. Et mon téléphone a sonné. J'ai reçu le coup de fil de M. Jonathan Inyumba, qui était questeur de l'Assemblée nationale à l'époque. Il est sénateur du département de... Il est député du département de Mongo, à Mouléni-Kibinza. Donc, c'était un ami, un grand frère que je connaissais très bien. Il me dit, il faut que tu viennes ici. Il y a eu un complément d'information à donner par rapport à ton journal de ce matin. Donc, je suis parti. Alors là, c'était déjà une erreur régénie parce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà reçu mission de m'abattre. C'était le directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale à l'époque, Félicien Moudionze, qui avait le revolver et qui a tenté de dégainer sur moi. N'eût été l'intervention de Jonathan Inyumba, de l'ancien ministre de l'Intérieur de Tchibanga, Clotaire Ivala, qui était intervenu et il n'a pas pu tirer jusqu'à ce qu'on a fait intervenir donc la gendarmerie. Moi, j'ai appelé de mon téléphone gauche, j'ai appelé le ministre de l'Intérieur à l'époque, c'était Guy Bertrand Mapangou, et le ministre de la Défense, c'était à l'époque Ernest Pau. Je leur dis que je suis en danger, je suis séquestré à l'Assemblée nationale, et il y a quelqu'un qui est menaçant, qui a une arme, il fallait bien. Donc, on a envoyé l'armée mais sortir de là, la police. Et je suis allé donc faire la déposition à la police judiciaire. Et M. Moudionze est parti entre-temps. Il pensait que j'étais, comme m'a exfiltré, comme m'avait amené à la rédaction, à mon bureau. Donc, il est parti là-bas. Il est allé prendre en otage tous les gens qui étaient là-bas en disant « Je vous abats si votre patron ne vient pas ». Et j'ai appris ça étant en train de faire la déposition à la PJ. J'étais reçu ce jour-là par, à l'époque, il était lieutenant, je ne sais pas ce qu'il est devenu, le lieutenant Nzebe Kale. Et pendant qu'on était là, on a reçu l'information. J'ai encore rappelé les deux ministres pour dire que mes journalistes sont en otage là-bas, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça que la PJ est allée intervenir et a trouvé évidemment M. Moudionze menaçant avec une arme, disant qu'il allait abattre tout le monde. Il avait pris en otage tous les journalistes. Et on l'a donc neutralisé. Et il est venu me retrouver là. Et il a répété même devant les officiers de police judiciaire qu'il avait reçu mission de m'abattre. Donc, j'ai fini de faire la déposition. C'est au moment où j'ai quitté la PJ pour rentrer chez moi. Comme m'informe que le procureur est venu, il voulait m'entendre. Donc, quand je reviens, on m'a dit que c'est le procureur Sidonie Floroué, mais quand je suis arrivé, ce n'était pas Sidonie Floroué, il n'y avait aucun procureur. En fait, c'était une stratégie parce que la présidence avait déjà donné des instructions pour qu'on m'arrête. Donc, moi qui suis victime, donc tu vois un peu l'ironie du sort, je viens porter plainte et la DGR arrive pour me dire on veut vous entendre chez nous aussi, parce que les faits sont graves. Vous avez échappé à un assassinat à l'Assemblée nationale, qui est une représentation nationale. On a besoin de vous auditionner par rapport à ça. Et entre-temps, j'étais avec les Irénam qui étaient venus, j'étais avec mon frère Aimé Samonio et tous les autres qui étaient là, et les journalistes aussi qui étaient venus, ceux de Côte du Nord et de Faits divers étaient tous là. Donc, quand je vais remonter dans l'une de mes voitures, on me fait comprendre que non, monsieur, vous ne pouvez pas monter dans votre voiture, vous montez avec nous. Ça, c'est la DGR qui me dit ça. Je dis, mais non, mais je viens chez vous, je n'ai pas besoin de monter dans votre voiture, j'ai des voitures, moi. C'est là où on me dit, vous êtes en état d'arrestation. Alors, je suis tombé malade, je dis, mais attends, je suis tombé de nuit. Je dis, mais comment, moi qui suis plaignant, c'est moi qu'on arrête. Donc, je monte avec eux, ils m'amènent. Et arrivé là-bas, l'interrogatoire ne va pas tourner sur la tentative d'assassinat, ça va plutôt tourner sur mes liens avec l'opposition, des Irénam. Donc, des Irénam aussi qui viennent me voir, il est aussi arrêté et on va nous placer en garde à vue. Nous sommes le 19 décembre 2014. Donc, on va passer la nuit là-bas. La pression va monter. Naturellement, les gens vont demander notre libération. Les réseaux sociaux vont s'enflammer. Nos réseaux internationaux aussi vont. Les organisations de défense des droits de l'homme, Reporters sans frontières et tous les autres organismes vont se mettre en branle pour demander notre libération. Et après, donc, le lendemain, vers 14h, on va être libéré. On est au 20 décembre, il va y avoir un meeting à Rio. Mbulu Beka va être assassiné au cours de ce meeting. Moi, je suis chez moi. Je reste. Désiré Nam, dans la soirée, prend l'avion pour venir à Paris parce qu'il avait des problèmes de santé. Et moi, je reste. Donc, c'était une stratégie parce qu'ils se sont dit, bon, Désiré Nam est fin, il est du Nord, Jonas Moulenda et Guissir, il est du Sud. Le Nord et le Sud réunis, tuer deux journalistes de deux régions, le pays va
perquisités. Donc, ils ont attendu que Désiré Nam sorte. Et le 27, donc, je vais apprendre que je vais être assassiné. Il fallait que je quitte ma maison à 2 h du matin. Donc, j'avais juste eu le temps de demander à la compagne et aux enfants de dégager. Moi, j'ai pris la voiture avec le chauffeur. Je suis allé dormir à l'hôtel Moabi aux Anglais, ce n'est pas la publicité. Et le lendemain, quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé que la porte était fendue et que j'avais même oublié près de 700 000 francs sur la table. Ils n'ont pas volé, drôle de voleurs. Et j'avais compris, évidemment, puisque c'était un officier supérieur qui m'avait annoncé ça, qu'il fallait qu'il parte. Et il m'a dit, tu as 2 jours qui te restent à vivre, il faut que tu quittes le territoire. Alors, maintenant, il fallait savoir, Désiré Nam étant déjà à Paris, il fallait maintenant trouver une solution de sortir là. Comment sortir? Lors de mon arrestation, on m'avait bloqué tous les documents. Donc, passeport, permis de conduire, carte d'identité, tout. Et je n'avais pas de quoi partir. Donc, je ne me voyais pas sortir du territoire sans ces documents-là. Donc, je me retrouvais bloqué sans ces documents. Et Désiré va me dire, quoi qu'il en soit, tu quittes le territoire avec le document ou sans document, on va se débrouiller pourvu que tu quittes d'abord le territoire. Et première option, ça va être la Guinée équatoriale. Ils vont appeler une amie qui est députée là-bas pour dire tu vas recevoir. Et après, on sait que la Guinée équatoriale, c'est souvent bon quand tu parles la langue fan pour une communication facile, vu aussi l'esprit vindicatif de certains Guinéens qui étaient au Gabon, qui ont eu à subir la maltraitance, donc ils ne sont pas facilement accueillants. Et j'ai réfléchi par rapport à cette option et on nous avait dit qu'en allant en Guinée équatoriale, il fallait prendre la voie fluviale ou la voie maritime. Mais là encore, on a appris qu'il y avait des gardes-côtes qui pouvaient facilement nous localiser, on ne pouvait pas. Donc, dernière option, c'était le Cameroun. Et c'est comme ça que, donc, on va prendre l'option de partir. Entre-temps, ma maison était déjà encerclée. Il y avait déjà des militaires qui étaient là. Mais on va faire comme une sorte de sac d'embrouille pour sortir de là. Parce que j'avais 4 voitures à l'intérieur et voitures de service aussi pour sortir de là parce qu'il fallait les embrouiller pour qu'ils ne sachent pas dans quelle voiture je monte. Donc, on a fait une délégation de plusieurs voitures, 8 au total. Et puis, on est sorti. Les gendarmes ne comprenaient pas, ils regardaient. Et comme les voitures étaient vite fumées, ils ne savaient pas dans quelle voiture j'étais. C'était juste pour sortir, tourner de la ville, juste aller dire au revoir, sinon adieu, aux collaborateurs qui étaient au bureau. Et après, on a pris le chemin donc, du Cameroun. Mais là encore, ce n'était pas facile pour moi. Je ne sais pas où se trouve ce téléphone. J'avais 2 téléphones. Et sur les 2 téléphones, il y avait un des marques Asus. Ça avait une batterie incorporée. Donc, lorsque j'ai quitté, j'avais Facebook connecté et ils m'ont localisé que j'étais en train de quitter le territoire. Donc, au moment où on arrive au niveau de Carrefour Kougouleux, je reçois une première alerte d'un ami qui travaillait au renseignement, qui dit, on voit que tu es en train de faire un mouvement vers l'intérieur du pays. Les gens présument que tu es en train de fuir le Gabon. Arrête ça, arrête ton téléphone parce que tu risques d'être tracé. Donc, je vais arrêter, mais malheureusement, il ne fallait pas seulement arrêter, mais il fallait enlever la batterie. Or, la batterie était incorporée. Et puis, je ne voulais pas aussi rester sans être en contact avec Désiré et la famille et tout, parce que quand je suis parti, mes enfants ne savaient pas que je partais. Mes enfants étaient déjà réfugiés quelque part. L'armée avait déjà envahi la maison. Donc, personne ne savait que je partais. Donc, et quelques temps après, on me dit, Madungu Alfred Edmond Zingi, qui était conseiller politique d'Ali Bongo, était à la poursuite. Il venait de démarrer avec 2 voitures américaines et 12 gars avec lui. Il est à mes traces. Il faut reconnaître que beaucoup de Gabonais n'étaient pas d'accord que je sois tué. Donc, ceux qui travaillaient dans les renseignements me disaient, tu n'as rien fait. Nous tous, on a vécu le crime rituel que tu dénonces, c'est une réalité. Il n'y a pas de raison qu'on te tue. Donc, nous, on te demande juste de prendre des dispositions. Mais Madungu vient de démarrer. Alors, j'étais aussi à bord d'une voiture américaine, la voiture de Firmin Obama Nguema, le neveu d'André Baobam. Et il allait très vite. Donc, on avait d'abord une option. On passait par Kougouleux, par Medoune, mais la route est dangereuse, avec le risque de nous retrouver dans les précipices. Ou on passait par Njolé, là aussi il y a des ravins. Mais je lui ai dit, on passe par Njolé, comme ça, s'il nous rattrape, il nous tue sur la voie où tout le monde passe.
il y aura des témoins. Donc, on a fait une course-poursuite. Quand on arrive à Kango, on nous dit qu'ils sont déjà en tourne, parce que les gars qui travaillent au renseignement les regardaient par GPS. Et après, on dit il nous reste 19 minutes. Ça a été une course-poursuite de tout cela, ils vivent, hein, ceux qui étaient là ce jour-là. Il y avait Firme Bamangema, il y avait Antoine Sima, et nous étions, c'était le stress. Et lorsqu'on a dépassé une journée, on n'a même pas eu le temps de. Quand on a commencé à prendre les coupés, on nous dit il vous reste 23 minutes. On a dit bon, écoute, 23 minutes nous séparent, alors on n'a plus besoin de manger, on fonce. On a foncé jusqu'à Minzik, les portes de la province de Wellington dans le nord. Et après, il commençait à pleuvoir. Ce qui a ralenti notre rythme, parce que quand il pleuvait dans le Wellington, vers le Moyen-Ogooué, donc Njolé, il ne pleuvait pas, donc ils avaient pris de l'avance. Et plus tard, on nous a dit qu'il y avait encore juste 19 minutes qui nous séparaient. Donc, on a dû encore accélérer. On est arrivé à Oyem, on a passé la nuit à Oyem chez des amis. On avait couvert la voiture d'une bâche. Et le lendemain matin, on a repris donc le chemin. Madungu, qui nous poursuivait, pensait qu'on était déjà arrivé au Cameroun la nuit. Donc, ils sont passés tout droit jusqu'au Cameroun. Et le lendemain, on est rentré par Kiosi, la ville frontalière avec le Wellington. Et je ne savais pas qu'il était là, donc il suivait tous les mouvements. Et quand nos voitures rentrent, les gars nous voient. Et moi, je vais prendre ma chambre d'hôtel à l'hôtel Saratel. Et ceux qui m'ont accompagné vont décider de repartir. C'est en ce moment que Madungu va arriver à l'hôtel et va soudoyer le responsable, le réceptionniste, pour qu'il lui donne le double de ma clé, et va donner 700 000 francs à un gardien pour lui donner la baïonnette avec laquelle me refroidir pour qu'on dise qu'il a été tué à l'aide d'une arme camerounaise, donc c'est forcément un Camerounais. Mais malheureusement, les choses ne sont pas passées comme ça. Je n'ai pas pu dormir parce qu'il fallait préparer le journal. Tu connais nos réflexes, les journalistes. Je me suis réveillé pour faire maintenant le journal. Je sentais que le lendemain matin, je devais continuer vers le Cameroun. Parce qu'il y avait un ambassadeur qui était parti de Yaoundé pour venir me récupérer à Kiosi pour que je passe dans sa voiture qui n'est pas contrôlée, puisque une voiture à la plaque minéralogique diplomatique. Donc, c'était ça le problème. Et malheureusement, donc Madungu va se trouver nez à nez au couloir et je vais crier. C'est en ce moment-là que Madungu va prendre la fuite. La police va tenter de le traquer, mais qui aussi, c'est à quelques 2 kilomètres pratiquement de Bitam, de l'autre côté. Donc, ils avaient déjà traversé la frontière. Ils n'ont pas pu commettre leur acte, mais on a pu relever leur plaque d'immatriculation puisqu'ils étaient là. Des photos, la vidéo de surveillance qui avait filmé tout ça. Et ça va faire scandale. Donc, le commissaire va informer les autorités à Yaoundé. Ça va faire un bruit dans les réseaux sociaux. On est déjà le 2 janvier 2015. Et les autorités du Cameroun vont donc demander, vu la proximité de Kiosi avec le Gabon, vont demander de m'escorter jusqu'à Yaoundé. Donc, je vais être escorté nuitamment jusqu'à Yaoundé, accompagné de Charles Magne, l'un des frères d'Antoine Sima et Désiré Nam. Donc, je vais être accompagné jusqu'à Yaoundé. Je vais passer la première nuit à l'hôtel où étaient logés les Panthères. J'ai reconnu cet hôtel. Et le lendemain, je vais être reçu donc, dans un hôtel plus huppé, plus sécurisé, avec pratiquement 17 agents de sécurité qui veillaient au grain. Et n'ayant pas de papier avec moi, tu comprends que je ne voyais pas où je pouvais aller. Donc, je me suis mis dans une sorte de méditation, de discours intérieurs, de prière. Et 2 jours après, j'ai été reçu par les plus hautes autorités du Cameroun parce que ça faisait du bruit dans les journaux. Tous les journaux en parlaient. RFI, France 24, tous les journaux en parlaient déjà depuis mon arrestation. Donc, j'étais déjà sous le projecteur de l'actualité. Donc, je vais être reçu par les autorités camerounaises qui vont, dans un premier temps, me proposer une villa à Bastoche. Parce que, contrairement à ce que les gens disent, les Camerounais, mais quand tu arrives au Cameroun, tu as une autre image du Cameroun. C'est un pays accueillant. L'un des rares pays africains qui peut se targuer d'être vraiment l'Afrique en miniature. Donc, j'ai été reçu et le ministre de l'Intérieur va dire à son patron que ce n'est pas bon qu'on le garde ici parce que c'est à côté du Cameroun, du Gabon et même la Guinée équatoriale voisine a l'habitude de venir prendre les opposants pour les ramener et les exécuter là-bas. Donc, ça peut être aussi le cas pour cet opposant. On a déjà des problèmes de Boko Haram. C'est pas bien qu'on ajoute la mort d'un journaliste. Donc, les plus hautes autorités du Cameroun vont me demander s'ils peuvent me payer le billet. J'ai dit non, j'ai de l'argent. J'avais avec moi presque 20 millions dans les poches.
J'ai dit, j'ai l'argent pour payer le billet, mais il me manque des documents. Ils vont être étonnés, ils disent, mais comment, tu n'as pas de passeport? J'ai dit, non, tout a été arrêté lorsque j'ai été, tout a été confisqué lorsque j'ai été arrêté. Et c'est comme ça qu'on va faire de moi citoyen camerounais, rien que pour me permettre d'avoir des documents. Et après, je vais apprendre que le président Biya Faché avait appelé donc Ali Bongo pour le mettre en garde, pour dire que s'il arrive un problème à ces journalistes ici, tu portes l'entière responsabilité. Moi, j'ai déjà des problèmes de Boko Haram, je ne veux pas voir la mort de journalistes. Et puis, ça tombe avec Charlie Hebdo, donc ça fait un écho terrible. Reporters sans frontières, Human Rights, tous les organismes de défense des droits de l'homme vont se mettre, donc pour me donner le visa, toute la classe politique gabonaise de l'opposition s'était mobilisée également. La société africaine aussi, les organisations de défense des droits de l'homme, RADO et autres. Donc, j'ai eu le visa et pour rentrer sur le territoire. Donc, le 21 janvier 2015, je vais arriver à l'aéroport de Timalen. Et ça a été difficile pour moi parce que c'était là où j'ai réalisé que j'ai quitté l'Afrique. J'ai quitté l'Afrique avec les yeux en larmes, avec des larmes aux yeux plutôt. Parce que je pensais quand j'étais au Cameroun que j'étais au Gabon. Le Cameroun et le Gabon, c'est le même peuple. Mais quand je pensais qu'il fallait m'éloigner, aller plus loin pour éviter d'être tué, et quand je montais dans l'avion, c'était des yeux larmoyants. Je suis arrivé donc le lendemain, le 22 à 6 h du matin. Et là encore, plus que Marc, Ona et Sangui et les autres, pour narguer Ali Bongo et ses amis, avaient publié sur leur page que Jonas Moulenda est dans l'avion, c'est fini, vous n'allez pas l'avoir, vous qui avez voulu le tuer au Cameroun. Il est déjà parti. Donc, ils ont mandaté leur sbire à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris pour m'attendre. Donc, lorsque j'arrive, je vais être bloqué au motif que ma chambre, que ma réservation d'hôtel avait été annulée à minuit. Or, à minuit, j'étais déjà dans l'avion, puisque j'ai décollé à 22 h. Donc, qui pouvait annuler? J'ai payé à partir de la carte bancaire. Qui pouvait annuler ma chambre d'hôtel? Et je dis, ben, si c'est annulé, j'ai dit aux policiers de la PAF, si c'est annulé, je rêve une autre chambre d'hôtel. Le policier m'a dit, écoutez, vous n'allez pas entrer cette fois-ci, on sait que vous venez souvent ici, mais cette fois-ci, vous n'entrez pas en territoire français. Vous repartez à Libreville à 17 h. J'ai dit, mais à Libreville, je suis parti de Libreville, je suis parti de Yaoundé. Voilà mon visa. Voilà le passeport que j'ai. Vous voyez que c'est au Gabon, là? Ils m'ont dit, on ne veut rien entendre. Ils m'ont montré un avion qui était là. On m'a arraché les téléphones. On m'a enfermé à la ZPI. Je me suis retrouvé sans téléphone. Alors là, ça a été... Je me suis dit, waouh. Et quand j'ai vu l'avion, c'était le Goldstream de la présidence qui était garé. C'était écrit présidence de la République. J'ai dit, ouais, finalement, ça ne servait à rien, tous ces voyages-là, Cameroun jusqu'ici. Et je n'avais plus de téléphone sur moi, donc je ne pouvais pas. Mais j'ai demandé, il y avait une dame d'origine mexicaine, je crois, qui était là. J'ai dit, j'ai prêté le téléphone à la dame pour appeler ma compagne que j'avais laissée au Gabon, pour dire, écoute, ils m'ont eu, je vais être rapatrié tout à l'heure vers le Gabon, certainement ils vont me tuer. Sois forte, sois rassurée de mon amour. J'ai appelé ma mère également, j'ai appelé quelques amis. Et puis, Désiré Nam et tous les Gabonais qui étaient venus m'attendre à l'aéroport, ils étaient nombreux là. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Heureusement que ce jour-là, il y avait une jeune dame du Cameroun qui est la nationalité française, Omerine Mbala Somo, qui avait voyagé avec moi. Et elle a dit, parce qu'elle était juste derrière moi, quand j'étais bloqué, elle a été là. Et on a dit, madame, pourquoi vous... Elle dit non, c'est un ami. Il dit non, sortez. Allez-y. Ça ne vous regarde pas. Donc, elle est allée dire aux Gabonais qu'il est bloqué là-bas. Donc, les autorités les étudiants gabonais, les Désiré Nam et tous les autres qui étaient là ont commencé à mettre la pression. Donc, on a activé les réseaux qu'il fallait, tous les réseaux qu'il y avait au niveau de l'Élysée et autres. Et je devais prendre l'avion à 17h26. Imagine-toi, à 17h13 maintenant. Je vais être extrait là au dernier moment par les autorités françaises qui ont été touchées. Je voudrais dire merci à ce journaliste. C'est Vincent Hugeux. Tu le connais, il a l'Express. Voilà. Il se trouvait que ce jour-là, il allait interroger Hollande, le président Hollande à l'époque. Et Désiré Nam l'a appelé pour dire, écoute, Jonas est en difficulté. On veut le rapatrier vers le Gabon.
et tout de suite, des instructions étaient données au ministre de l'Intérieur. Parce qu'on savait que c'est une affaire d'État, ça n'avait rien à voir, ma chère. Et c'est comme ça que j'ai pu être sauvé à 17h17, 17h18, comme ça, à peu près devant la 26. On m'avait déjà amené dans la salle avant embarquement. Et je suis sorti, des éléments s'embrasser, sa femme Maggie était là. Et nous sommes allés donc à l'hôtel. Tu comprends que c'était le début d'un exil qui s'annonçait difficile, en difficulté, parce que je débarque dans un terrain que je connais certes, mais qui est très mouvant, dans un contexte politique marqué par la contestation du régime en place. Je me dis dans ce premier temps que les choses vont aller vite et que bon, je vais repartir. Je vais descendre dans un hôtel. Après, ça coûte cher. Ça faisait près de 1500 euros par mois. Naturellement, l'entreprise que j'ai laissée au Gabon était là pour payer. Bon, pour supporter jusqu'à un moment donné. Mais étant parti du Gabon, le journal étant sous pression, les journalistes qui étaient restés étaient menacés parce qu'ils étaient maintenant comme des poussins qui ont vu comment on a égorgé la mère pour. Comment on aurait égorgé la mère poule. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient maintenant peur. Ils ne pouvaient plus travailler. Donc, je me suis senti vulnérable maintenant. Après, il fallait commencer à louer. Je me suis mis avec les Gabonais dans la diaspora pour la lutte, pour accélérer les choses afin que les choses tombent. Mais là encore, ça a été difficile parce que le régime du Gabon est très fort en termes de renseignement. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient des infiltrés et qui avaient pour mission finir avec moi par tous les moyens, parce que je partais avec dans mon escarcelle beaucoup d'informations. J'ai fait 20 ans d'investigation dans le Gabon. 20 ans d'investigation, c'est beaucoup de secrets d'État. Donc, il fallait absolument me refroidir. Et je suis tombé donc dans beaucoup de difficultés, notamment liées à l'infiltration. L'infiltration parfois même des proches, des personnes partageant mon intimité. Ça, j'ai été victime de ça au quotidien. Mais 7 ans après, bon, c'est un miracle, je suis encore en vie. Parce que j'ai survécu aux trahisons, j'ai survécu aux empoisonnements. Je suis là. Bon, écoute, je vais parler beaucoup. Si tu as des questions, je t'écoute parce que j'ai sauté certaines étapes peut-être. Ça, c'est vraiment une véritable odyssée difficile. Alors, quand j'écoute ton parcours, tu as bénéficié de l'appui quand même de beaucoup de personnes, à la fois des journalistes en France, de soutien au Cameroun, et également au sein du cercle au pouvoir en place quand même. Donc, au pouvoir en place au Gabon? Oui. Oui, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec les persécutions dont j'étais victime. On savait que je faisais mon travail, je ne faisais pas la politique. C'est arrivé en France maintenant que je fais vraiment, que je suis maintenant devenu journaliste activiste et tout, engagé. C'est normal, ça peut se comprendre. Je me suis radicalisé, c'est normal, parce qu'après avoir... Je tiens à te rappeler que j'ai perdu quand même ma fille, tuée par ce régime. Je n'aime pas souvent en parler parce que c'est un douloureux souvenir. Mais perdre sa fille, la retrouver des PC et être tendre encore avec ce régime, je ne connais pas beaucoup qui le ferait. Surtout quand je sais que Jésus n'était pas Guissir. Oui. Alors, je m'excuse pour le son qui n'est pas très bon, mais moi j'entends quand même Jonas. Merci de partager le live. Jonas, oui. Est-ce que tu penses que du temps de Omar Bongo Ondimba, les choses se seraient passées de cette façon? Parce qu'il y avait des choses pas nettes dans le régime de Omar Bongo Ondimba, mais il avait une forme de tolérance. Il n'était pas si jusqu'au boutiste, si mortifère, j'ai envie de dire. Si ça s'était passé du temps de Omar Bongo Ondimba, est-ce que ce serait pareil? Non, je ne pense pas du tout. Parce que, comme tu le sais, tu es mieux placé, tu es non seulement ma soeur, mais tu es une collègue. Tu as suivi un peu mon évolution aussi, que ce soit l'Union africaine numéro 1. Sur Omar Bongo disait toujours, il avait son slogan, il dit, il paraît que c'est quand vous insultez Bongo que vous vendez vos journaux, alors insultez-moi pour vendre vos journaux. J'ai embêté Omar Bongo. J'ai commencé à écrire. Je me suis retrouvé plusieurs fois demandé à Franck Jimbi. Et c'est une fois, j'étais encore à l'Union, quand le président Bongo m'a reçu, il était informé parce qu'il avait ses amis qui étaient là et qui lui ont dit ce que j'avais dit au président Bongo. Donc, le président Bongo était quelqu'un de tolérant.
parce qu'après beaucoup d'années de pratique de la politique, ça vous donne une certaine perception, un recul propre aux grands hommes d'État. Bon, Ali Bongo a évolué dans l'antichambre du pouvoir. Je l'ai dit tout de suite, je ne veux pas donner des défauts à Ali Bongo parce que c'est mon adversaire politique aujourd'hui. Je reconnais à Ali Bongo une capacité de tolérance pendant la période où il est resté au gouvernement. Je ne connais pas une seule fois une seule plainte qu'Ali Bongo ait portée contre un journaliste pendant qu'il était ministre. Mais c'est curieux, lorsqu'il est devenu président, il est devenu dictateur. Même moi, j'avais du recul au départ. Quand il y a eu la traque, parce qu'il disait, bon, il s'en foutait. Je me souviens un jour, le journal Les Ombolo, que tu connais très bien, avait dessiné Ali Bongo en disant qu'il a les cheveux frisés comme une pile mouillée ou un rat. Je pensais que le journal allait être suspendu. Ali Bongo était ministre de la Justice, la Défense, donc il avait une force, mais il n'a rien fait. Mais je n'ai pas compris que devenu président, il est un dictateur. Tout simplement, il était très mal accompagné. Très mal accompagné. Mais sous Omar Bongo était tolérant. Moi, j'embêtais, je commençais à l'Union. C'est vrai qu'en 2018, j'ai été viré. J'étais jeune, je faisais une tournée. Il m'a viré, mais il ne m'a pas envoyé en prison. Quand il m'a viré de l'Union, je suis allé. Le ministre Mbaobam, que Dieu son âme, m'a appelé pour dire que tu es un bon journaliste. Il n'y a pas de raison. Le président t'a viré parce que ce sont les gens de chez toi qui sont venus demander qu'on te vire. Tu es trop gênant. Donc, je suis allé à TV+. Nous avons lancé TV+, avec. Il y a cet Mbalogo qui est aujourd'hui en vie, avec le défunt Salam Guabo. Et on a encadré des jeunes qui étaient là. Et lorsque le président Bongo m'a vu un soir, faisant un reportage à TV+, il a dit, mais le petit que j'ai viré de l'Union, là, il est maintenant là-bas. Et il a demandé à André, ça, l'autre là peut confirmer, l'actuel ministre de machin. Comme me vire. J'étais viré, mais on ne m'a pas tué. On faisait l'économie de ma fragile vie. J'étais comme un papillon. Je me suis retrouvé au chômage et c'est là où j'ai intégré Africa Numéro après. Et 2 ans après, j'ai été aussi viré parce que j'étais un anticonformiste. Tu te rappelles l'émission Escale qu'on avait créée pour faire des reportages. J'ai dérangé. Je me suis retrouvé donc viré. À l'époque, M. Jean-Valin Mbila Manza était directeur d'information. Mais on ne m'a pas tué, on ne m'a pas envoyé en prison. C'est quand je voulais venir en France, après ça, parce que j'avais été viré de l'Union, de TV+, d'Africa. Je me suis dit, bon, je vais travailler ou pas à la RTG surtout. Surtout qu'on avait une mauvaise image de la RTG, que les gens meurent tous les jours là-bas. Donc, pour moi, j'allais venir en France. Et quand j'allais venir en France, le président Bongo a envoyé ses agents de la documentation, Guetsara, pour me bloquer à l'aéroport pour dire il est hors de question, parce qu'il était informé que je partais. Quand j'appelais les gens, j'ai fait la fête, il était informé, il y a le renseignement. Donc, je vais te bloquer à l'aéroport quand je voulais venir en France maintenant, en 2001, je voulais revenir. Et le président Bongo dit à ses gars, mais il est dangereux, c'est petit. S'il va en France, il va être plus dangereux là-bas, les journaux vont l'exploiter. Il vaut mieux le ramener à l'Union. Et c'est comme ça que le lendemain matin, le président Bongo va me recevoir. Il va d'abord tonner, il va danser. Pour dire, écoute, toi, tu es qu'un gosse, tu vas merder les gens. Si je te mets au nu, tu feras quoi? Je n'ai rien dit, j'étais en train d'écouter. Il dit, tu repars à l'Union. Je boude. À l'époque, le ministre Pendi Bouyiki, qui était ministre de la communication, c'était lui. Il m'a dit en langue, il a dit non, il ne parle pas. Il m'appelait Abo parce qu'il avait une deuxième femme de chez moi et tout. Il a dit non, accepte seulement. Donc, quand je vais à l'Union, M. Vincent Mavungu Bouillou est maintenant le nouveau directeur. Et il reçoit les instructions de me réintégrer à l'Union où j'avais déjà été viré 4 ans plus tôt, enfin 2 ans plus tôt. Bon, je reviens. Donc, le président Bongo a utilisé la méthode souple. Donc, pour répondre à ta question, si c'était à l'époque d'Omar Bongo, je ne serais même pas en exil pendant longtemps. Parce qu'il aurait tout fait. Le président Bongo, il n'aimait pas, il tenait à l'image du Gabon à l'international. Et c'était aussi un père. Parce que quand il commençait à taper, je me rappelle une fois, je l'ai embêté. Il a commencé par danser. À la fin, il a baissé le ton. Et il me dit, oui, tu es un gosse, je t'aime bien. Et c'est ce jour-là qu'il va... Maintenant, quand Ali Bongo vient le voir, et il va demander à Ali Bongo, il dit, mais tu connais ton frère là? Ali Bongo m'a dit, oui, c'est Jonas. Il dit, mais tu as des choses à prendre avec lui. Donc, on part des remontrances à une réunion de famille, il me présente Ali. Donc, c'était un père. Je ne me serais pas retrouvé en exil pendant 7 ans. Sous Omar Bongo, c'était inimaginable. Omar Bongo était tolérant. Mais Ali, c'est tolérance zéro. Ou tu es avec lui, ou tu es contre lui.
avec les extrémistes qui gravitent autour, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a peu de lumière autour de lui. Donc, il n'aime pas des gens qui puissent venir leur faire ombrage. Donc, c'est ça, aujourd'hui, on se trouve en exil. 7 ans, ça va très vite. Voilà, 43 ans, 43 saisons sèches. Je ne sais pas à quel moment. Tu sais, l'exil, on sait à quel moment ça commence. On ne sait pas quand ça s'arrête. On connaît beaucoup qui sont morts. Je pense notamment à mon frère qui nous a laissés, qui a été avec nous dans ce combat-là, Maître Fabien Méré. Je connais aussi un autre qui est mort à Sens, vraiment dans l'incognito. Donc, l'exil, on connaît quand ça on commence, mais on ne sait pas à quel moment ça s'arrête. Mais Omar Bongo, je ne serais plus aujourd'hui. Il aurait tout fait. Or, Ali Bongo, au lieu de négocier, il utilise la méthode forte. Il faut éliminer les gens. Or, il sait très bien aujourd'hui que tu es un journaliste. Un journaliste, c'est une de laine. Bon, même s'il ne donne pas lui-même des instructions, mais qu'est-ce qu'il fait de ses collaborateurs qui font ça? C'est la grande interrogation. J'ai l'autre fois diffusé des sons de ses plus proches collaborateurs qui planifiaient mon assassinat en payant un jeune ici. C'est d'abord un dossier que j'ai introduit auprès de la justice française. Si tu as des questions là-dedans, tu pourras me poser. Mais Ali Bongo, bon, je comprends qu'il ne maîtrise plus l'appareil étatique. Nous sommes donc dans cette situation où, naturellement, je me trouve en exil par la faute des hommes, parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Toi, mais tu es là, la place du Gabon, en termes de liberté de la presse à travers le monde, la place du Gabon a beaucoup chuté. On était parti de 157, on est monté, c'est terrible. Je ne comprends pas, c'est-à-dire que ça se dégrade, on arrête à chaque fois les gens. Dès que tu dis non, bon, est-ce que le phénomène de crime rituel est faux? C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Même les gens du pouvoir ont perdu leurs enfants. Mais moi, en tant que journaliste, je ne pouvais pas être journaliste, chef du service fait divers et justice, et ne pas en parler. C'était inimaginable. Donc, je mesure les risques qui sont les miens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai encore un choix, Eugénie? J'ai tout perdu. C'est comme quelqu'un qui est tombé, il n'a pas. Quelqu'un qui est par terre, il n'a pas peur de tomber. Donc, je vis chaque jour comme le dernier. Je sais qu'ils ont tous les moyens nécessaires pour me rattraper. Bon, mais est-ce que s'ils me tuent, ça va régler pour le moment, mais on peut tuer l'hirondelle, mais cela n'empêchera pas l'arrivée du printemps. Alors, je sais aussi, c'est mon autre question, Jonas, je sais par expérience que plus tu t'attaques à un système ou à une personne au sein du pouvoir, et notamment un président, plus il s'accroche, même si il ne devrait plus le faire. Est-ce que tu as le sentiment que, en continuant à jouer ton rôle de journaliste en France, exilé, activiste, tu as le sentiment que les choses ont changé? Tu as le sentiment que le président actuel du Gabon a mis de l'eau dans son vin, ou alors les choses ont tendance à s'aggraver? Bon, les choses, je veux reconnaître quand même l'impact du travail que je fais quand même avec d'autres compatriotes. La dénonciation nous a permis de sauver plusieurs vies. Parfois, on donne un ultimatum. Tu ne peux pas imaginer, Eugénie, en dehors de la voix avec laquelle je ferraille contre toutes ces pratiques-là. Mais il y a des numéros de téléphone de ces gens que j'ai. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, parfois, je n'ai pas mon téléphone, je les appelle directement. Ils me connaissent. Même si je viens de faire une vidéo où j'ai tapé sur eux, quand j'appelle, ils sont obligés de répondre. Quand ils ne répondent pas, je dis, écoute, tu sais que j'ai ça de toi. Alors, tu me réponds rapidement si tu ne veux pas que je casse la baraque. Donc, ils sont obligés de répondre. Et parfois, ils arrêtent des personnes injustement. Et je leur donne des ultimatums pour libérer. Donc, à ce niveau, les choses ont changé quand même, parce qu'ils ont peur de la dénonciation. Maintenant, la dégaine actuelle ne procède pas d'une volonté d'Ali Bongo de s'accrocher parce que, non, c'est parce que tout simplement, comme tous les pouvoirs tyranniques en Afrique, les gens ont peur de représailles. Ils ont peur que s'ils perdent le pouvoir, les actes qu'ils auront posés tout au long de leur mandat puissent les rattraper. Il n'y a pas assez, ça je le reconnais même dans l'opposition, on n'a pas connu un vrai opposant qui a
donné assez de garanties à ces gens. Parce que même Jean Ping, qui était censé prendre le pouvoir au terme de l'élection qu'il a remportée officieusement, il n'a pas donné assez de garanties, ni à Ali Bongo, ni à la France. Donc Ali Bongo a eu peur. Et Ali Bongo était sur le point de partir. Mais après, les autres ont dit, mais monsieur le président, si vous partez, nous, faisons le coup d'état électoral. C'est ce qui s'est passé là. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un qui a rassuré. Maintenant, aujourd'hui, le problème au Gabon, c'est pas qu'on doit s'accrocher à un pouvoir coûte que coûte parce qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est un pays qui se meurt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut un sursaut de patriotisme à tous les niveaux, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité. En disant, nous avons détruit, nous avons gâché, nous avons tous péché. Parce que même les opposants aujourd'hui, ceux qui sont devenus opposants, ils étaient avec Ali Bongo. C'était les collègues d'Ali Bongo au gouvernement. Donc, ils ont une part de responsabilité. C'est-à-dire, on reprend tout à zéro, on doit revisiter les fondamentaux de la République, on doit assainir les bases électorales. Parce que l'autre fois, quand on discutait toi et moi en off, quand tu parlais d'élection, mais je ne vois pas l'élection en 2023 dans ces conditions. Parce que les conditions. Tu penses qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2023? J'ai bien peur qu'elle ne puisse pas avoir lieu. Ou alors, si elle a lieu, qu'elle débouche sur un bain de sang plus important que celui-là. C'est pourquoi, en 2016, on avait dit pas d'élection. Parce que le pays a beaucoup de problèmes, il faut d'abord régler ça. Il faut que les Gabonais se parlent. J'avais dit même en commençant par les Gabonais de l'étranger, les Gabonais de France. Je dis, tu connais mieux. Est-ce que tu trouves normal que depuis que je suis en France, que toi et moi ne puisse pas se voir? Non. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a un climat de suspicion. Si je viens chez toi, ils vont dire qu'on est en train de comploter quelque chose. Et pourtant, tu es ma sœur. Avant tout, avant d'être journaliste. Et puis, nous avons eu le même chemin. Donc, il faut que les Gabonais commencent à se parler. Il faut un dialogue inclusif aujourd'hui qui nous permettra de dire qu'en 2023, on ne va pas aux élections. On assainit d'abord la base. Il faut déjà, Ali Bongo est malade. Il ne peut plus diriger le pays. Après, on l'a vu même à la Coupe d'Afrique des Nations, il n'est pas parti. Et pourtant, ça se passe au Cameroun. Ali Bongo prenait l'avion pour aller suivre les matchs en Angleterre. Mais ça se passe. Il n'est plus en forme. Mais est-ce qu'on doit continuer à le maintenir, le pousser pour nos intérêts personnels? Non. Est-ce que les opposants doivent dire, bon, on doit continuer comme ça parce que la politique devient denrée marchande? Non, ce n'est pas dans l'intérêt du Gabon que nous allons léguer demain nos enfants. Donc, en 2023, j'ai vu que Mbabe Sol a fait une proposition dans ce sens, il a été insulté. Mais les Gabonais, ils sont forts pour insulter. Mais ils ne sont pas des forces de proposition. C'est là où je regrette. On a perdu en qualité de cadres dans l'opposition comme dans le PDG. On a eu les Pierre Mamboundou hier qui étaient des forces de proposition. On a eu les Pierre-Louis Agonjo Okawe qui étaient des forces de proposition. Mais aujourd'hui, notre opposition n'est que spectacle et désolation. Elle ne peut pas être une force de proposition. Regarde, il se passe des choses terribles au Gabon. Je te prends un exemple bête. Arabi Kunga, c'est dans l'Angounier là-bas, à 96 km de Manche. Il y a eu on a appelé ça, on a dit c'est le ciel qui est tombé, quelque chose, une partie du ciel qui s'est décrochée, qui est tombée. On n'en parle pas. Mais on parle de la couche d'ozone qui se perfore. Mais personne, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité, aucun ministre, personne, on parle de protéger l'environnement. Mais est-ce qu'on protège l'environnement au Gabon? Personne, on n'a même plus de... Or, ça aurait pu déjà susciter réaction. On a parlé aujourd'hui pour parler des faits politiques. L'autre, c'est un fait environnemental. D'accord. Mais les faits politiques, on parle de la publication du décret par des mesures Covid publiées dans le journal officiel. Mais ça a été signé le même jour et publié le même jour. Ce n'est pas possible. Il y a un temps de signature, un temps de promulgation. Mais comment se fait-il que ça se trouve? On ne voit pas des opposants qui parlent. Donc, on n'a plus aujourd'hui. Il y a un véritable problème. Donc, il faut qu'on fasse table rase. Pourquoi? Parce que on pense que ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils ont la science infuse. Les opposants aussi pensent qu'ils ont la science infuse. On ne peut pas comprendre. Il faut qu'on revoie tout à zéro. On n'est pas obligé d'aller aux élections.
on peut avoir une transition de 1 an ou 2 ans pour revoir tout, ramener le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une fois. Tu es président, si tu es élu pour 5 ans, tu termines, tu te représentes une fois, après tu pars. Tu n'es pas le seul cadre compétent pour diriger le Gabon. Tu pars. Ramener le mandat présidentiel de tout ça, c'est déjà acquis. Et puis revoir aujourd'hui la composition politique, la promotion des cadres de toutes les compétences, quelle que soit leur obédience politique. Quand je te prends le cas du CEDOC, le CEDOC sur 59 entités dans le Gabon profond, tu trouves que 55 sont du Haut-Togo. Ce n'est pas normal, je n'ai rien contre cette province. Je n'ai que des raisons d'aimer cette province pour des raisons que tu connais. Mais ça, c'est des choses à enlever. J'ai vu que quelqu'un se plaignait qu'à l'Assemblée nationale, que ce soit maintenant les Nzébi seulement. On ne doit pas avoir ce genre de comportement dans une république. Dans une république, on ne peut pas te dire que pour être Premier ministre, il faut être de l'estuaire seulement, ou il faut être miel, ou il faut être fan. Il y a des compétences partout. Donc aujourd'hui, le Gabon, c'est un pays qu'on doit assainir sur tous les plans. Mais il n'y a plus de gens qui portent les voix. Les opposants qui sont là ne parlent pas, parce qu'ils se sont tous compromis. Ils ont peur même du changement. Je te fais une confidence. Est-ce que tu sais qu'au plus fort de la contestation, les jeunes étaient prêts à en découdre avec ce régime. Mais les opposants disaient, si on libère le pays par la révolution, on ne va plus rien maîtriser, on ne sera plus là. Donc, au mieux que ce soit par l'élection. Ils ont freiné des 4 fers la libération du pays. Et tu vois, ça fait de moi quelqu'un qui a un jugement différent, qui n'est donc pas aimé aussi bien. Parce que mes ennemis, il n'y a pas que dans le PDG, il y a dans l'opposition. Mais à Paris, bon sang, je n'ai pas été empoisonné par des PDGistes. C'était des opposants qu'on a utilisés. C'est normal. Parce que l'aigle a été percé à l'aide d'une flèche faite à base de sa plume. Donc, on utilise des gens qui sont de mon sillage immédiat pour m'atteindre. Donc, aujourd'hui, on a un vrai problème. Je ne vois même pas l'élection présidentielle. Je souhaite ce qui se passe au Mali aujourd'hui. C'est vrai que je ne partage pas totalement ce qui se passe au Mali. Qu'il y ait une transition de 5 ans, c'est trop. Mais qu'il y ait une transition de 1 à 2 ans au Mali, je suis d'accord. Et la même chose peut s'appliquer au Gabon. Le temps de faire toilettage, de revoir toutes les mesures qui ont été prises, toutes les lois iniques qui ont été prises, qui ne cadrent pas avec nos convenances. Mais tu sais, Eugénie, un pays qui se respecte prend des lois en fonction de ses mœurs. Or, aujourd'hui, on a des gens qui n'ont plus de mœurs, qui n'ont plus de valeurs, qui n'ont plus une enveloppe culturelle. Donc, on vote des lois comme ça par mimétisme. Parce que tel pays a voté de la dépénalisation de l'homosexualité, nous aussi on vote, mais on ne tient pas compte. Or, donc ça nous prendra du temps. Il nous faut 1 à 2 ans même de transition. En fait, ça devait même commencer là. Et après, moi je crois, Kali Bongo, puisqu'il nous écoute souvent, puisque je vois que quand je parle, les gens, je vois qu'on est monté là, c'est normal, le nombre de personnes est monté. Ali Bongo, forcément, il aura le retour et il écoute les réseaux sociaux. La seule chose qu'il puisse faire, pour répondre à un pan de ta question, que Ali Bongo, le meilleur bilan qu'il puisse faire, puisque tout le bilan de 14 ans là est catastrophique, c'est de dire qu'en 2022, je ne me représente pas, je remets le pouvoir au peuple qui me l'avait donné, à une partie du peuple qui me l'avait donné, surtout le peuple, plus même si c'est une partie. Donc, je remets le pouvoir au peuple gabonais, je ne me représente pas, je m'engage à passer pacifiquement le pouvoir dans un contexte apaisé et surtout pacifié. Si l'on fait, on oubliera tout ce qui s'est passé. Gestion catastrophique, les crimes et autres. Le Gabonais n'est pas rancunier. Le Gabonais demande juste le minimum. Et le minimum, c'est l'état de droit. Regarde tout ce qui est pris comme mesure de Covid. Attends, mais Eugénie, toi, tu as travaillé Africa Numéro, tu as gardé un carnet d'adresse avec le monde panafricain. J'ai vu les invités que tu as tout à l'heure ne sont pas gabonais. Donc, tu as un carnet. Tu vois, dans leur pays, on n'applique pas ce qu'on applique chez nous. On a l'impression que le coronavirus a commencé au Gabon. Alors qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire, tu n'entendras pas ça.
Il y a des pays comme le Mali. Mais pourquoi nous, on va toujours outrepasser les mesures? Donc, je crois qu'en 2022, pour me répéter, on n'a pas besoin d'élection tout de suite. C'est comme quand tu te blesses là. Tu t'es blessé. Tu ne peux pas tout de suite prendre un produit pour soigner sans d'abord nettoyer. Il faut nettoyer la plaie. Le Gabon est beaucoup blessé aujourd'hui. Et il faut d'abord un bon pansement. Et après, on organise l'élection. Si on repart là, déjà, tu as vu en 2016, il y a eu des morts. 2009, il y a eu des morts, 82 morts. Donc, 2016, on a augmenté, c'était des centaines. Alors, 2022, 2023, ça sera combien? Ça va en augmentant, tu vois. Donc, il nous faut beaucoup de sursaut de patriotisme et comprendre qu'on n'a pas besoin de faire ça, là, contraindre des gens en exil, c'est notre pays, on n'est pas nombreux, nous ne sommes que 2 millions d'habitants. Et il y a à boire et à manger pour tout le monde. Il n'y a pas à contraindre les autres en prison, comme je vois là, les Bertrand Zibi, Abégué qui sont en prison, autres. Ils n'ont rien fait d'extraordinaire par rapport aux voleurs qui se la coulent douce dans les maisons huppées, dans les villes. Il faut qu'on revoie tout ça. Il y a beaucoup de choses. Mais sauf qu'il n'y a plus de sages. Il manque de sagesse, beaucoup de sagesse de part et d'autre. Que ce soit dans l'opposition, je ne dis pas qu'il y a qu'Ali Bongo, parce que la situation du Gabon aujourd'hui, Ali Bongo n'est pas le seul responsable. Là, il ne maîtrise plus. Mais c'est un petit groupe de piranhas qui gère le pays. Donc, malheureusement, c'est lui qui est responsable, qui est président de la République. Donc, c'est lui qui répondra de ces actes-là. Mais je crois qu'on peut faire autrement. Alors, moi, quand je t'écoute et quand j'observe le Gabon, et surtout les Gabonais et les Gabonaises du Gabon, et même ici, le mot qui me vient à l'esprit, c'est sidération. Tu vois, quand une personne a vécu une violence, un viol, une violence, il est tellement surpris qu'il ne bouge pas. Il est dans une forme de sidération. Nous sommes dans une période au Gabon de sidération où tout le monde est immobile, attendant je ne sais quoi, et qui dit en fait qu'il n'y a plus de sages, effectivement. Je pense qu'il y a une époque, il y a 5 ans, 10 ans encore, il y avait des gens assez sages, assez charismatiques pour réussir à mettre en place des initiatives comme par exemple, il faut que les Gabonais se parlent, les Gabonais en Occident, les Gabonais au Gabon. Mais même là, j'ai l'impression qu'ils n'en sont plus capables parce que chacun va dire, mais tu es qui pour parler? Chacun parlera plus fort que l'autre. Et je ne sais pas finalement si cette démocratie qu'on a tant désirée, elle nous a fait du bien en fait. Est-ce qu'on comprend ce que veut dire démocratie au Gabon et de façon plus générale en Afrique? Bon, j'ai finalement donné raison un peu au président Chirac qui avait dit que les Africains n'étaient pas encore suffisamment mûrs pour la démocratie. Quand il a dit, il n'avait pas tort, quelque part. Parce qu'on l'utilise très mal. On confond vérité et insulte souvent. Ça, c'est déjà, on a vu ça. Calomnie, il y a des dénonciations inutiles. Bon, mais on peut dire que c'est aussi l'apprentissage démocratique. Mais est-ce que les partis politiques, en commençant par le PDG, ont fait leur rôle d'éducation des masses? Non. Est-ce que les opposants ont fait leur rôle de formation des militants? Non. On se trouve là. Maintenant, il y a un autre point qui est très important, c'est la perte de notre identité culturelle. Parce que si on avait encore ces points de notre culture-là qui nous échappent aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas. Parce que déjà, je comprendrais, moi, le proverbial garçon né élevé à la campagne, je comprendrais que Ali Bongo, c'est mon aîné. Je ne peux pas l'insulter jusqu'à un certain degré. Il y a des choses que tu ne peux pas dire, quelle que soit la colère. OK? Même s'il m'a fait du mal. Mais or, la culture, on a perdu tous ces pans-là. Où on n'arrive plus à écouter un aîné qui parle. Quand il y a un monsieur que je respecte beaucoup, monsieur Luc Bengonsi, il n'est pas mon parent, il est fort, moi je suis sûr. Mais reconnaît la constance du discours de cet homme-là.
Mais combien le respectent? Parce qu'aujourd'hui, on juge les gens sur le paraître, non sur l'être. Il faut avoir beaucoup d'argent, il faut en donner. Tu as remarqué même dans nos familles aujourd'hui. Eugénie, si tu pars à Paris et tu pars à Libreville, quand tu descends de l'aéroport, on regarde d'abord la nature des bagages que toi tu amènes. Bon, à Libreville, ça va, mais quand tu arrives au village, tu regardes d'abord quels sont les sacs que tu fais descendre, c'est les sacs de riz. Plus il y a les biens, plus il y a l'enthousiasme pour t'accueillir. Or, avant, dans nos villages, quand on partait, mais l'étranger amène quelque chose, d'accord? Mais en partant, on te donne aussi des présents, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est à sens unique. Parce qu'on compte, on te respecte même parce que tu dois produire beaucoup, tu dois donner les biens, le matériel dans la famille. Donc ça, c'est généralisé sur l'ensemble du pays. On va écouter plus celui qui donne de l'argent. Je te parle au cas de Jean Ping. Mais Jean Ping a été imposé au peuple gabonais en 2016. Mais Jean Ping n'était pas le mieux placé dans l'opposition. Mais parce que Jean Ping a mis la main à la poche. Il a mis beaucoup d'argent, donc on le respectait. On ne l'a pas choisi parce qu'il était le mieux, parce qu'il avait des beaux yeux chinois, non. C'est parce qu'il était celui qui avait fait le tour du Gabon, il donnait l'argent aux gens. Il dit, tiens, tu sais qu'il a donné, il avait donné 300 millions aux leaders politiques. Hein? Il a donné des véhicules VX de 100 millions à chacun. Bon, tu comprends qu'aujourd'hui, on doit juger quelqu'un. Quand on dit la dignité, un pays ici que tu connais très bien, puisque tu en es issu, quand on dit Mundumba, le notable, le noble, mais c'est par rapport au comportement d'une personne, ce n'est pas par rapport à l'argent. Aujourd'hui, c'est l'argent qui parle. Donc, Mbabesolo, quand il parle aujourd'hui, quand Mbabesolo vous dit qu'en 2022, je propose qu'il n'y ait pas d'élection, qu'il y ait plutôt une transition. Mais il n'a pas tort. Mais tu vas voir les gens qui l'insultent sur les réseaux sociaux parce qu'il a servi Omar Bongo. Mais est-ce que parce qu'on a servi Omar Bongo, on est devenu forcément quelqu'un, même les idées doivent être maintenant impures? Non. On peut avoir servi Omar Bongo. Mais le PDG, dans le PDG, il y a des gens qui sont bons. Tout le monde n'est pas mauvais. Moi, je discute avec des gens du PDG parfois, quand il y a un sujet d'actualité, machin. Tout le monde n'est pas mauvais. Si on dit que le PDG est mauvais, donc l'opposition est mauvaise, puisque l'opposition est composée aujourd'hui à 99,99% de ces anciens PDGistes. Donc, tu vois. Donc, on a une mémoire sélective. On choisit en fonction de nos intérêts pécuniaires, intérêts politiques, intérêts personnels aussi. Et ça, on s'est tout bloqué. Et puis, on fait l'apologie de la futilité. Mais attends, essaie de mettre... Fais une émission, par exemple, où tu viens danser, où tu montres des filles qui dansent en tenue obscène. Tu verras que les Gabonais seront 2000 là. Hein. Ils seront 3000. Mais si tu parles des choses, c'est-à-dire qu'on a tué ce qui est utile au Gabon pour imposer ce qui est vide. Et nous sommes un peuple aujourd'hui vide. Les gens sont dans la distraction. Mais ce qui construit la société, ce qui constitue un fondement d'une société équilibrée n'existe plus. C'est pourquoi moi je suis d'accord pour dire qu'en 2022, Ali Bongo arrive au terme de son mandat, il dit je ne me représente plus, je passe, j'assure la transition, enfin je veille à ce qu'une transition pacifique soit organisée et on repart à tout. C'est-à-dire qu'il ne doit pas attendre 2023. Il faut qu'il démissionne avant. Il dit je m'en vais, je ne me représente plus. Et comme ça, il y aura une période de transition. On peut, de manière collégiale, décider qu'on a besoin d'1 an ou 2 ans pour la transition, mais pas assuré par le ministre de la Défense. Pas assuré. On reprend, c'est un collège. On trouvera les chefs des villages. C'est possible avec nos institutions actuelles. Les institutions actuelles, c'est-à-dire que le risque, c'est quoi? Les institutions actuelles ne garantissent pas l'alternance. Parce qu'elles sont composées de personnes qui ont profité énormément de ces systèmes et qui ont tout intérêt à préserver ces systèmes-là pour continuer de garder leurs intérêts. Donc, les institutions actuelles ne peuvent plus. Donc, maintenant, il faut que les personnes-là se remettent en cause en disant, bon, on négocie au cours d'un dialogue inclusif, une autre conférence nationale comme en 2000, bien, comme les accords de Paris, même si ça n'a pas été respecté, mais on signe. On dit le président de la République doit partir, mais on lui garantit son traitement d'ancien président pour qu'il ne soit pas en train de vivoter. Que le président de la Cour constitutionnelle a tel traitement
à une retraite, on lui garantit ça et on s'engage à ne pas faire la chasse aux sorcières. Ça, on peut le faire, ça peut arriver. Mais faut pas, sauf que j'ai l'impression qu'on attend Jonas, oui. Ça ne peut arriver que s'il y a une main étrangère. Que si par exemple, si par exemple de l'étranger, quelqu'un dit, une institution, un pays disent ça suffit comme ça, et qu'on force pratiquement le président Ali Bongo de quitter le pouvoir pour préserver la paix au Gabon, et même pour lui en fait. Et donc ça c'est parce que qu'est-ce qui va obliger les institutions actuelles au Gabon de s'engager dans cette voie quand ils ne se sentent pas du tout obligés de le faire. Donc il va falloir non, justement, je comprends. Pour y arriver. Oui, justement, c'est pourquoi il faut, je l'avais dit, il faut instaurer un rapport de force maintenant. Et heureusement, avec toutes les grèves qui arrivent là, parce que les grèves, c'est l'illustration de la santé, d'une mauvaise santé d'un pays. Quand vous avez des grèves tous azimuts dans tous les secteurs sont impactés aujourd'hui par les grèves. Quand vous avez tout ça, on va arriver à quoi? On est déjà dans une situation de cessation de paiement. Donc, ça peut être le détonateur, justement, de cette révolution-là. Donc, maintenant, quand on a des gens qui ont une vision futuriste, ils peuvent anticiper. Mais sauf que là, il n'y a plus quelqu'un qui anticipe. La preuve, c'est que même le gouvernement a du mal à le remanier. Il a été annoncé plusieurs fois, mais il n'y a plus quelqu'un qui impulse. Il y a une guerre des clans à l'intérieur. J'ai l'impression que ça va arriver qu'après fusion de ça, malheureusement. Or, on peut anticiper. On n'a pas besoin d'une bagarre. Déjà, on peut faire l'économie de nos fragiles vies. Or là, il n'y a pas quelqu'un dans ce sillage-là qui est il n'y a pas quelqu'un qui soit sage. Même Boukoubi, on lui dit de calme, il manque de sagesse. Vraiment qu'il est passé dernièrement à la télévision pour dire qu'il se réjouit de la dépénalisation de l'homosexualité. Mais ça apporte quoi au Gabon? On connaissait qu'au Gabon, on respecte les penchants sexuels. C'est la vie privée de chacun. Il ne faut pas que ça déteigne sur la vie commune. Ça, on le sait depuis, on respecte. L'homosexualité n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, il nous faut une vraie transition pour tout remettre à plat. Si on ne fait pas ça, on va droit vers le mur. Il n'y a pas d'autre solution. Mais maintenant, comme eux, ils se disent que... Mais j'ai l'impression, ça, je te fais une confidence. J'ai discuté avec quelqu'un qui est bien placé. Les lignes bougent déjà. La personne qui ne voyait pas la mort de ce régime a commencé à me dire « J'ai peur ». Je dis « Ah bon? Même toi, tu as peur ?» Il dit « Oui. J'ai peur. » Donc, ils sentent. Et si tu écoutes le discours d'Ali Bongo, au dernier discours, il a fait mention de ça. Tu sens quelqu'un qui craint une chute imminente. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur... Le Gabon, c'est un volcan qui peut rentrer en éruption à tout moment. On a vu tous les pays de la sous-région. Mais pourquoi on ne peut pas profiter de l'expérience des autres pour dire, bon, écoutez, ça s'arrête comme ça. Je veux te dire sincèrement. Là, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous a fait oublier un temps soit peu nos tourments. Il y a une petite accalmie là sur le plan politique, une petite trêve. Mais comme notre équipe ne va souvent pas loin, dès qu'elle sort de là, les sociétés vont reprendre. Donc, on essaie de jouer avec l'émotion, on trouve quelque chose pour essayer d'occuper les esprits. Mais sauf que ça, on ne règle pas le problème. Casser le thermomètre ne fait pas baisser la fièvre. Donc, il y a un souci, et je suis d'accord avec ta vision que tant que les gens ne sont pas obligés, ils ne vont rien faire. Ils attendront tout perdre. C'est ça, malheureusement, l'Africain. On fait la logique de la poule voit la porte, mais elle préfère sortir par la fenêtre. Tu vois un peu l'inconvénient? Alors que moi, regarde Kabila. Kabila, en RDC, avait compris qu'il avait tout à perdre s'il continuait à rester. Kabila a dit, je ne me représente plus. Il est parti, au moins, je l'ai vu là, je vois des photos, il est dans sa ferme, mais il y a une vie après.
Il y a une vie. Pourquoi Ali Bongo? Mais si les gens aiment Ali Bongo, si Sylvia Bongo aime son mari, elle dit, mais chérie, j'ai besoin aussi de profiter de nos moments. Il faut qu'on laisse ça. Tous les Gabonais, je te promets, il n'y a aucun Gabonais qui viendra faire la chasse aux sorcières. On se connaît, nous tous. Nous sommes liés les uns les autres. Nous sommes tous liés. Mais les gens ont peur pour rien. Il y a une colère, c'est normal, parce que les gens sont dans un climat de paupérisation. Il y a des gens qui souffrent pendant que d'autres paient. Mais une fois que tout ça là s'est passé, mais les gens vont reprendre à se fréquenter. Mais il ne faut pas qu'on ait peur du changement, qu'on ait peur de l'alternance. Il faut qu'on dise que demain, je tiendrai dans cet environnement, c'est mon pays, il reste le nôtre. J'accepte qu'on change pour ne pas tout perdre. Quand on aura fait preuve de sursaut de patriotisme, alors on aura changé de beaucoup, on aura fait. Mais sauf que je te répète encore une fois de plus, le Gabon est en panne d'hommes politiques. Le Gabon est en panne d'hommes d'État. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Et les rares qui ont encore quelques qualités, on cherche à les diaboliser pour dire qu'il n'y a plus rien. Au point où on veut aller nous chercher un petit Omar Denis qui sort à peine de l'école. Je vois les Gabonais proposer, alors qu'il y a des gens qui ont de l'expérience. Tu penses que ces peuples-là ont encore quelque chose? Ces peuples vivent. Il y a quand même beaucoup de candidats, hein. Il y a beaucoup de compatriotes gabonais qui ont pour ambition d'être candidats à cette élection présidentielle de 2023. Alors, ils sont nombreux. Il y a des gens qui avancent leur pion. Est-ce que tu penses qu'il y en a quelques-uns parmi ces candidats qui peuvent faire sortir notre pays de cette période très difficile? Il y a des gens qui portent des prémices aux solutions. Il y a des gens qui portent des prémices de solutions de problèmes des Gabonais. Mais seulement une élection organisée là ne va rien régler. Il faut d'abord un toilettage. Le Gabon, c'est une grosse plaie. Il faut d'abord la nettoyer avant de mettre le produit pour refermer cette plaie-là. Et puis, une élection où on dit on exclut une partie des Gabonais. Ce n'est pas une élection démocratique. On ne peut pas dire que ceux qui sont à l'exil, qui sont à l'étranger, ne doivent pas se présenter. Et il n'y a que ceux qui sont au Gabon. Mais pourtant, pour voter, vous faites voter ces Gabonais qui sont à l'exil. Il ne faut pas faire comme les Camerounais. Tu sais ce qui se passe au Cameroun? Il y a quelque chose que je n'ai jamais apprécié au Cameroun. Depuis Aïdjo, où quand tu es Camerounais, la double nationalité n'existe pas. Quand tu vas dans ton pays, tu prends le visa. J'ai discuté avec un ministre camerounais, j'ai dit, mais pourquoi on n'avait pas revu ça? Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui vient dans son pays prenne un visa? Ou qu'on soit à l'étranger, on ne vote pas? Non. Mais nous, c'est tout un contraire. On est à l'étranger, on vote, mais on n'a pas la possibilité de... Mais donc, on n'a pas notre droit, on n'a pas notre droit civique, c'est pas normal. C'est pas une élection. Il faut donner des chances à tout le monde. Donc, il y a des gens, mais c'est une fausse élection. Le pouvoir va naturellement payer encore des gens qui vont aller se présenter pour rien que servir de faire valoir, pour donner le quitus à un simulacre d'élection, pour dire que c'était démocratique. Mais sauf que, il y a une chose. Tu sais, ce qui s'est passé, tu suis l'actualité, puisque tu es journaliste. Ce qui s'est passé en Gambie. Tu sais que Yaya Jammeh, celui qui a le tombeau de Yaya Jammeh, c'était quelqu'un que lui-même a financé. Il a dit, viens te présenter. Mais le gars est rentré. Il a transformé un jeu en bagarre. Et Yaya Jammeh a fini par dégager. Donc le pouvoir ne sait pas ce jeu auquel il se lance là. Il utilise des méthodes dilatoires, mais les méthodes dilatoires, là, ça ne marche pas. Toi-même, tu as vu hier, puisqu'on est dans un contexte sportif, tu as vu hier le Ghana qui a essayé de chercher à gratter les minutes, mais ça s'est retourné contre le Ghana. Parce que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc, tout ce que le pouvoir est en train de faire là, ce jeu-là, de jouer les roublardises, mais ça ne marche pas. Donc, les vrais Gabonais ne doivent pas parler d'élections, aller aux élections maintenant. Parce que ça produisait les mêmes causes, ce sont les mêmes institutions. Les gens n'ont pas changé. C'est la même Marie-Madeleine Mboronso. Et c'est la même Abogué. Même Marie-Madeleine Mboronso, je vais vous surprendre. Que le problème n'est pas tant Marie-Madeleine Mboronso, il y a un problème que les Gabonais ignorent. Le problème, ce sont les magistrats de la CENAP
Parce que ce qui arrive à la Cour constitutionnelle, c'est déjà rédigé par la Sénap. Mais lorsque la Cour constitutionnelle voit que légalement, c'est vrai, la légalité des actes posés, mais la Cour constitutionnelle vient valider. C'est vrai qu'elle peut procéder à des vérifications et autres, mais il y a quand même une institution en amont qui procède à la collecte de toutes les données électorales. C'est la Sénap. Or, nous avons la Sénap dirigée aujourd'hui par Bibalou qui est un sbire du régime. Tu penses qu'il a été placé là pour que le pouvoir perde le contrôle du pays? Ce n'est pas possible. Donc, on voit seulement Boranso. D'accord, Boranso, c'est un des problèmes. Ce n'est des obstacles de la tenance du pays. Mais vous ne voyez pas la Sénap. C'était à Bogué là hier. Aujourd'hui, c'est maintenant Bibalou. Mais qu'est-ce qu'on a à voir? Il n'y a pas d'alternance. En 2000, en 93, Mbabeso a battu Omar Bongo. Omar Bongo s'est maintenu là. En 98, Mamboundou, ça a été comme ça. Donc, il n'y aura pas d'alternance avec les mêmes institutions où on fait comme le Mali. Après, on prend une période de transition pour nettoyer, puisque apparemment les gens ne sont pas capables de faire preuve de sursaut de patriotisme. Pour dire que non, là, ça c'est gâté, on va s'asseoir. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de dialogue, les gens pensent que c'est pour aller commander les postes et autres. Or, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de postes au Gabon. Alors, je ne te vois pas, toi tu es en France, tu es à l'aise, tu n'as pas besoin d'aller voter au Gabon. Si tu pars servir au Gabon parce que c'est ton pays, tu l'aimes. Donc il y a des gens qui ont ce patriotisme, sauf qu'on pense que tout le monde veut absolument aller à la mangeoire. Or, ce n'est pas ça, c'est le pays qui est malade, il faut le relever, il faut une conjugaison des efforts, une synergie d'intelligence pour sortir de ces pétrins-là, de ces abysses dans lesquels ce régime-là nous a plongés. Alors, les choses peuvent changer, et ça souvent ça arrive. Hein. On connaît l'histoire des institutions politiques dans différents pays africains. Dans une situation comme celle que notre pays traverse, parfois les choses changent de façon brutale, avec un bain de sang, ou lorsque une personne providentielle, donc un homme ou une femme providentielle, entre avec les bonnes cartes, avec le bon jeu, avec la bonne posture. Ça c'est vu, ça se voit tous les jours dans différents pays africains et ailleurs. Est-ce que tu penses qu'un homme providentiel ou une femme providentielle pourrait changer des choses, pourrait remettre l'ordre dans la maison Gabon? Quel est ton avis là-dessus? Bon, moi je ne suis pas pessimiste de nature, je suis quelqu'un d'optimiste. La preuve c'est que voilà 7 ans en exil, mais je crois dur comme faire ça. Personne ne peut me sortir de là. Que l'homme va bientôt se lever. Maintenant, c'est la trajectoire qu'on va utiliser, c'est laquelle pour sortir au Gabon des abysses? Est-ce que ce serait par un bain de sang? Est-ce que ce serait par voie électorale? Est-ce que ce serait par sursaut de patriotisme collectif? C'est ça le grand problème. Mais je sais, moi ce que je sais, c'est qu'il y a des hommes. Cet exil m'a permis d'identifier quand même des personnes dotées de cette empathie qui va les rendre plus proches du peuple. Donc, il y a des gens parmi... Tu sais, on demande, moi je disais tout à l'heure, cette détresse des Gabonais qui les amène à s'accrocher au premier venu. Bon, je comprends, parce que l'homme qui se doit s'accroche à tout, même à un serpent. Mais on cherche un homme pour remplacer Ali Bongo. On donne l'impression qu'il n'y a plus, mais il y a des gens qui sont là. Il y a des hommes qui sont des technocrates, qui sont tapis dans l'ombre. Mais il faut les responsabiliser. Il y a des hommes qui ne demandent qu'à être suivis quand ils font des propositions, parce qu'ils ont une certaine expérience. Mais on ne les suit pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est seulement l'argent. Bon, ce qui rend difficile cette tâche-là, c'est l'argent. Parce que même si quelqu'un arrive, suivez-moi, est-ce qu'ils vont le suivre? Maintenant, l'homme-providence va peut-être sortir de ces régimes-là pour dire, bon, écoutez, ça suffit comme ça, le président Bongo est déjà fatigué, il faut qu'il aille se reposer, on siffle la fin de la récréation. Ça peut être militaire, il va siffler la fin de la récréation, et Ali Bongo ira se reposer, et on fait maintenant une vraie transition, pas assurée par le président du Sénat ou par le ministre de la Défense, ça c'est du n'importe quoi.
Parce que ça, c'était un collège qui a été mis en place pour préserver les intérêts. Mais on fait une transition collégiale et républicaine. Donc, avec toutes les forces civiles de la nation, où on trouvera les responsables politiques, les partis politiques dedans. On trouvera la société civile, parce qu'elle a souvent été écartée. Et on trouvera la diaspora là, et chacun va donner des idées. C'est possible. Mais il faut, l'homme de providence, c'est celui qui va d'abord siffler seulement la fin de la récréation, parce que sa position le prédispose à le faire. Parce qu'il est, par exemple, militaire, puisque celui qu'on craint, tu sais, quand le chasseur va en brousse, il est accompagné de son chien, il a son fusil, mais le chien a le courage d'aboyer contre le buffle parce qu'il a le maître derrière. À chaque fois que le buffle fait un petit mouvement, il revient, il se replie vers le maître. Parce que c'est le maître qui a le fusil. Mais le buffle n'a pas peur du chien. Il a peur plutôt de son maître qui a le fusil. Donc, si nous avons ce maître-là qui a le fusil et qui dit stop, alors là, les autres, le buffle là qui est là ne fera rien. C'est ça qu'il faut maintenant. Il faut maintenant imaginer que l'homme providentiel puisse sortir de ces régimes. Et moi, j'y crois dur comme fer parce que la rose pousse même sur des ordures. Donc, même dans ces régimes-là, on peut trouver quelqu'un qui dit, bon, écoute, ça suffit comme ça. Mais tu sais, les gens n'ont jamais imaginé sur l'instant que les gens à qui on fait trop confiance sont ceux qui le sortent souvent. On dit d'ailleurs que c'est le cheval à qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. Tu as vu ce qui s'est passé avec Robert Gabriel Mugabe au Zimbabwe. Mais c'était l'armée la plus soumise. Mais c'est la même armée qui a dit à un moment donné, bon, ça suffit, stop. Et je crois que nous sommes allés là. Nous sommes en train d'arriver vers ce scénario-là. Alors, on va revenir à toi pour conclure cette émission. Oui. Tu bénéficies de beaucoup de chance et beaucoup de personnes de bonne volonté qui te protègent quelque part. Et puis tu es très suivi sur les réseaux sociaux parce que tu continues tu les appelles, hein, les personnes au pouvoir, on va dire tout le sérail politique, tu les connais tous pratiquement. Et puis, d'après toi, pourquoi les gens te suivent? Et est-ce que tu penses que nous, dans la diaspora, on a un rôle à jouer pour accompagner justement le changement que nous attendons tous pour le pays? Ok, il y a deux questions là-dessus. Première question, pourquoi les gens me suivent? Parce qu'en fait, ils se rendent compte que d'abord, je ne suis pas celui qu'ils ont peint là, un corrompu ou un méchant. On me donne tous les étiquettes négatives. Mais ceux qui me connaissent, et d'abord de pouvoir les composer essentiellement des gens qui m'ont vu évoluer. Et ils savent que quand je prends parti, c'est d'abord la morale qui parle. Je ne viens pas ici défendre les intérêts du PDG ou de l'opposition, mais je défends le Gabon d'abord. Parce que mon combat est axé sur le Gabon, pas sur les individus. Je n'ai pas été d'accord avec Omar Bongo. Omar Bongo est parti aujourd'hui, Sali Bongo. Si demain, celui qui vient fait mal, je dirais la même chose. Donc, déjà, beaucoup ont compris ça. Deuxièmement, pour répondre à ta question, la diaspora a un grand rôle à jouer. Parce que la diaspora est venue s'inspirer de l'expérience qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. Le Gabon, c'est une terre en friche. Tout est à construire ou à reconstruire au Gabon. Mais les gens qui ont voyagé, ce sont eux qui ont cette expérience parce que l'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse sur le voisin. Donc, ils ont vu beaucoup de choses ici. Toi, tu as par exemple l'expérience des médias en France. Demain, on peut avoir besoin de toi, peut-être ministère de la communication. Parce que tu aimerais impulser une expérience que tu as vue ici. C'est différent de ceux qui viennent en tourisme, qui vont s'asseoir à la Tour Eiffel, qui vont aux Champs-Élysées, dorment à Georges V et repartent. Mais toi, tu as vécu ici, donc tu as une expérience à partager. Ceux qui sont ici, les Gabonais qui sont venus ici, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ne doit pas avoir un antagonisme entre ceux qui sont restés au Gabon et nous qui sommes à l'étranger. Nous avons des échanges. En fait, c'est même l'interculturalité. Donc, il y a une culture ici, un pan de cette culture à amener au Gabon. Il y a des choses à prendre ici, à amener au Gabon. Parce que, je te dis sincèrement, le pays, ceux qui sont restés là-bas, pas tous, mais il y a des gens qui sont beaucoup démolis déjà.
Ils auront besoin des gens pour leur dire, écoutez, tu t'es égaré à ce niveau-là, ce n'est plus comme ça. Essayons de voir là. Voilà ce qu'on a vu là-bas. Moi, je vivais par exemple dans telle ville. J'ai vu comment les collectivités locales s'organisent là-bas pour organiser tel secteur. Donc voilà, essayons cette expérience-là. Et il n'y a nul opprobre à s'inspirer de ce qui se passe chez les autres. Donc la diaspora a un rôle à jouer et la diaspora a toujours joué un grand rôle. Sauf que la nôtre ne joue pas ce rôle-là comme la diaspora du Mali qui peut te rapporter 10 à 12 milliards par an. Bon, nous, c'est les échanges dans le sens inverse. Maintenant qu'il y a la galère, maintenant, c'est nous qui devons assister. Mais nous avons ce rôle à jouer dans le Gabon de demain parce qu'il y a beaucoup d'intelligence, il y a une fuite des cerveaux. Nous sommes à plus de 7000 aujourd'hui en France. Déjà, c'est beaucoup de Gabonais qui sont à l'extérieur. Et il y a beaucoup de cadres qui sont formés, des étudiants qui sont formés, qui n'ont pas trouvé de débouchés au Gabon parce qu'on leur propose beaucoup de conditions. Ils sont revenus, ils se sont inspirés de l'expérience, c'est nécessaire pour le Gabon de demain. On a besoin de ça. Alors, comment, tu dis que dans quelques jours, le samedi prochain, tu vas fêter tes 7 ans d'exil. S'il fallait résumer ça en quelques mots, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quel message? Bon, je veux dire que je suis l'offrande de la démocratie gabonaise. J'ai tout sacrifié. J'avais un bel avenir au Gabon, tu le sais. J'avais un journal qui se vendait, qui te rapportait 53 millions par mois. J'aurais pu continuer de baigner tranquillement dans l'opulence, sans me soucier. Mais on ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Il m'arrivait de voyager dans le Gabon profond. J'ai vu des choses qui, au-delà des mots, pour les exprimer, restent inimaginables. Et je ne pouvais pas donc ne pas les dénoncer. Et ça m'a conduit à cet exil. Je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je reprendrais ça. Quand bien même il y a une certaine ingratitude d'une partie du peuple gabonais. Parce que, au lieu d'être soutenu, je suis souvent insulté. Bon, c'est un petit groupe qui derrière des adversaires et tout, qui voient en moi un futur concurrent de taille. Ils ont raison de s'inquiéter. Parce qu'ils savent que l'exil prépare une grande destinée. Donc, je ne vois pas l'exil comme une mauvaise chose. La plupart des pays africains aujourd'hui sont dirigés par des gens qui étaient en exil hier. L'exil, c'est l'étape préparatoire parfois d'une grande destinée. Donc, je ne regrette pas. Ça a été une course d'obstacles à des conseillers aux hypertendus, parce que les difficultés auxquelles j'ai fait face. Bon, les gens me voient devant une caméra, ils pensent que tout va bien maintenant. Là, je sors, par exemple, j'ai attrapé le corona il n'y a pas longtemps. J'étais tapé 2 semaines. Mais tu imagines 2 semaines seul dans la maison, où tu dors au premier étage, tu as du mal à descendre les escaliers parce que tu as mal, tu as des courbatures. C'est des choses où parfois tu es seul, tu dis, est-ce que c'est ce qui est venu me chercher pour m'amener au tombeau? J'ai échappé aux persécutions, ils n'ont pas réussi à me tuer, mais c'est le corona qui m'a emporté. Donc, chaque fois que tu te mets en cause, tu es seul face à ta destinée, mais la seule chose à laquelle on s'accroche, c'est l'espoir d'un Gabon nouveau, l'espoir d'un Gabon, d'un jour nouveau, disant que ça va arriver. Ça n'a pas été facile cette année-là, parce que je ne me voyais pas d'abord faire 7 ans, vu que les choses s'accéléraient au Gabon. Deuxièmement, je me disais qu'on allait forcément m'envoyer au tombeau, vu les imprudences. Parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai vraiment commis beaucoup d'erreurs d'appréciation. Erreurs de naïveté, de confiance, de jeunesse, c'est normal. Dû aussi au terrain que tu connais mieux que moi, parce que tu as passé plus de temps. Tu connais qu'en exil ou enfin, à l'étranger, en un mot, la déprime est la seule maîtresse à laquelle on ne résiste pas. Donc, cette déprime-là nous a parfois poussé à commettre des imprudences, à faire chemin avec des personnes parfois qui ne présentent aucune garantie de loyalisme et après se retrouver exposé. Ça, c'est arrivé. Mais après 7 ans, je suis quelqu'un de mature. J'ai commencé tout jeune, ça m'a permis d'apprendre. Je commets souvent beaucoup d'erreurs parce que j'en apprends beaucoup. De mes erreurs, j'apprends beaucoup. Donc, je suis parfois tenté de commettre d'autres erreurs. Il est évident qu'en 2022, je commettrai d'autres erreurs qui vont encore me rendre mature parce que le Gabon demain aura besoin d'hommes matures, d'hommes sages pour le remettre sur les rails. Alors, il y a quelqu'un, je ne sais pas si tu lis le commentaire, est-ce que tu penses que tu peux être PR? Parce que tu dis mais ça, ce sont mes détracteurs. Ils
Ils n'ont qu'à m'attendre là-bas. Le problème, c'est que quand je vais rentrer au Gabon, il y a d'autres qui, par peur, vont prendre le chemin contraire parce qu'ils ne savent pas la destinée. On dit corrompu, mais quel est le seul opposant qui dit les vérités au régime Bongo comme moi? Et comment comprendre que c'est les gens qui disent que le pouvoir Bongo me donne de l'argent et ce pouvoir-là ne va jamais sortir des preuves? D'après toi, est-ce que le pouvoir va payer quelqu'un pour le détruire ou pour dire que c'est beau? Tu vois, les Gabonais ne réfléchissent même pas. Soit ils le disent par mauvaise foi, parce que plusieurs fois, je leur ai lancé le défi que montrez-moi que je suis nourri par le pouvoir en place. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Mais ils viennent juste. Je connais la Loda, voilà, le caca. Ça, c'est un pédégiste. C'est pas grave. Je connais. Donc, celui qui a fait le commentaire, là, je vois la dame caca. C'est un pédégiste maquillé. Je comprends son problème. Mais qu'il sache qu'il sera à mon cabinet quand je vais rentrer. Hein? Voilà. Le problème, c'est qu'il faut qu'il comprenne, que les Gabonais comprennent que si l'autre est plus fort que toi, porte son sac. Donc, ça veut dire qu'il y a des ambitions présidentielles. Je n'exclus pas de me présenter à l'élection parce que le Gabon a besoin d'une nouvelle génération d'hommes. Celle de 2023 ou plus tard? Voyons les choses venir. 2023, pour moi, ça paraît juste parce que nous sommes à l'étranger. Toi comme moi, nous sommes frappés par cette mesure de Gabonais, l'étranger qui ne peut pas se présenter. C'est déjà unique. Et puis j'estime que 2023 n'a pas besoin d'élection. On a besoin d'une transition de plus d'1 an pour assainir les bases. Maintenant, si les choses sont et que les Gabonais estiment que je suis digne de confiance et que parce que je suis dans une école, l'exil qui est une grande école, et ils estiment que j'aurai beaucoup mûri au cours de cet exil, que j'aurai maîtrisé les leçons et qu'ils estiment nécessaire que je puisse franchir un autre palier, pourquoi pas? Je suis un Gabonais, 100%, je réponds à toutes les conditions. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne me présenterai pas. Hein? Ali Bongo n'a pas été pressenti pour être président, machin, tout ça. Il est devenu président du Gabon. Mais le Gabon, à quelque part, Eugénie, le Gabon a besoin d'un fils du pays, un fils pur souche du pays, parce qu'il n'y a que lui qui connaît les problèmes du pays. Seul ton ongle sait où te gratter. Vous ne pouvez pas prendre le pouvoir est confié à des étrangers, des gens qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Mais on ne met pas la main dans la gueule d'un chien qu'on ne connaît pas. C'est ça le problème. On a beaucoup péché à ce niveau. On a pris des gens qu'on ne connaissait pas, on les a mis à des postes de responsabilité. Ils ne connaissent pas le Gabon. Ils parlent du Gabon sans parler des Gabonais. Ils ne connaissent rien. J'ai vu ce qui allait se passer à Port-Gentil, là. On me dit qu'il y avait une cérémonie des vaudous et tout. Tu trouves ça normal? Je crois que Colette Rebouka en a parlé et les autres. Mais ce pays a besoin d'un vrai enfant du pays qui a une enveloppe culturelle. Parce que le premier problème du Gabon est culturel et après il est spirituel. Donc, tous les deux vont de pair. Si vous avez quelqu'un qui allie les deux, vous aurez un bon homme d'État parce que les lois vont être votées sur la base des réalités et sur la base des valeurs qui constituent le socle sur la base duquel nos ancêtres ont bâti la société. Jonas Moulenda, cher confrère, merci infiniment d'avoir accepté d'être mon premier invité. C'est moi qui te remercie. Il a fallu malheureusement la disparition de Catherine Levadan pour qu'on puisse se rencontrer, enfin, se poser des questions, se parler. Oh, je suis là, tu as mon numéro, je le tiens. Une fois, moi je ne me suis pas fait vacciner. Une fois que les choses iraient bien, on va se faire un réseau. Tu es ma soeur avant tout. Et puis on a besoin de parler du Gabon régulièrement. Je suis là, tu appelles quand tu peux. Il y a des sujets. Les Gabonais ont besoin de se faire une autre opinion. Mais une opinion qui soit équilibrée. Il ne doit pas seulement boire ce que le PDG dit ou bien ce que l'opposition dit. On a besoin de gens justes qui viennent dire des choses sans pourtant chercher à caresser, faire... Non, on a besoin de ça. Donc, c'est un plaisir. C'est pourquoi je te dis que quand tu m'as invité, que je serai là. Pour toi, je trouverai toujours du temps. On a vu que les gens ont augmenté parce qu'ils ont besoin d'écouter, tu vois. Ils ont besoin d'entendre parler d'avenir. Les Gabonais ont besoin d'entendre parler d'avenir. Donc, n'hésite pas. Quand tu as besoin, je viens. Même si ça Vox Africa là-bas, je trouverai du temps. S'il y a des débats sur le Gabon, nous avons notre pays à construire demain. Même si nous ne faisons pas pour nous parce que, bon, on a presque épuisé certains charmes, mais on a besoin de le faire pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Parce que c'est à cause de ces petits que l'éléphant déblaye les brousses.
exactement, c'est ça qui ajoute le piment dans tes lives, hein, les proverbes du terroir. Je vais faire passer quelques commentaires. Jonas Moulenda, président, mon frère, le Seigneur est derrière toi. Ne l'oublie jamais. Alors, il y a qui? Si tu penses, je pense qu'il veut dire pédégiste. C'est bien, mais certains activistes, les noms sont aussi pédégistes. Ok, nous sommes avec Jonas. Regarde tout droit, laisse les moribonds là. Martine Guillet envoie des cœurs. Voilà. Donc, merci infiniment. Je t'inviterai volontiers sur Vox Africa, Côte Paris. Je t'en prie. On va programmer ça. Et voilà. Je te souhaite une très bonne année, Jonas. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui, de parler du Gabon, notre cher pays. Et pour ceux et celles qui souhaitent, j'estime que ce sont des personnes inspirantes. Parce que dans cette émission, je dois accueillir des personnes inspirantes qui peuvent aider d'autres à avancer. Vous êtes les bienvenus. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live. Voilà, je vous retrouve samedi prochain à partir de 17h avec d'autres invités inspirants et de l'actualité aussi qui peut vous permettre d'avancer. Jonas, bon week-end. On peut se rappeler. Merci, et je dis bon week-end à toi aussi. On s'appelle. Merci à vous, les internautes. Bye bye. Merci à tous ceux qui étaient connectés. À très bientôt. Merci. Merci, Jonas. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission, ce premier numéro de l'année. On se retrouve donc samedi prochain à partir de 17h. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, si vous êtes une personne inspirante, si vous avez une actualité à partager, vous êtes les bienvenus. Je pense que mon contact, vous le connaissez sûrement. Je vais vous le donner. Donc, mon téléphone pour me contacter. Pour passer soit sur Vox Africa et Côte Paris en France ou dans cette émission sur ma chaîne Facebook, n'est-ce pas? Abonnez-vous et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end. À bientôt. Au revoir, bon week-end.